Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Scotch et Domination mondiale. Ici Olivier Lambert et je suis présentement au sommet du volcan Ixcazu au Costa Rica. Absolument incroyable. Si jamais vous passez par là, ça vaut le détour. On est à plus de 2000 mètres dans les airs. On est au-dessus des fucking nuages. What the hell? Donc, l'invité que j'ai à vous présenter aujourd'hui, absolument incroyable. Il s'agit de nul autre que Serge Beauchemin. Donc, Serge Beauchemin, si vous ne le connaissez pas, je ne sais pas vraiment quoi vous dire parce que c'est un des entrepreneurs les plus respectés, les plus connus et les plus influents du Québec. La plupart des gens le connaissent à cause qu'il a été dragon, donc ange investisseur dans l'émission populaire Dans l'œil du dragon pendant plus de 5, même je pense 6 saisons. Donc, Serge Beauchemin s'est donné comme mission de démocratiser l'entrepreneuriat et d'aider les gens à se lancer et à prospérer en affaires. Pour ce faire, il a lancé une plateforme où il partage sa forte expérience entrepreneuriale dans 150 vidéos qu'il offre pour la modique somme de 150 $. Donc, non seulement ça, mais si vous voulez avoir 25 $ de rabais sur sa plateforme, vous pouvez utiliser le code promo LATRANCHÉE25, pas d'espace et pas d'accent aigu, bien sûr. Et non seulement ça, mais j'en ai parlé avec Serge et il est d'accord pour offrir complètement gratuitement ces 150 vidéos-là à un auditeur chanceux. Donc, on a fait un concours. La façon de participer à ce concours-là, très, très simple. Il ne suffit que de sortir votre téléphone, prenez une photo, une vidéo du podcast pendant que vous êtes en train de l'écouter ou encore un screenshot si vous l'écoutez directement sur votre téléphone et publiez ça dans vos stories Instagram. Non seulement ça, mais assurez-vous de me taguer, donc à commercial Olivier Baramba-Lambert, et taguer également Serge Beauchemin, à commercial Serge Beauchemin. Ensuite de ça, assurez-vous d'être abonné à nos 2 comptes Instagram pour être éligible de gagner. Si vous appréciez cette entrevue, ça vaut définitivement la peine de participer à cause que c'est très, très rare qu'il y ait un entrepreneur de cette trempe-là qui va prendre le temps de partager son expérience dans des vidéos comme celle qu'il fait. Donc, vraiment, ça vaut la peine. Et non seulement ça, mais ça va également permettre de faire en sorte que le podcast va être découvert par d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui veulent se lancer en affaires. Et ça va me donner une plateforme intéressante pour être capable d'attirer des entrepreneurs de la trempe de Serge Beauchemin encore plus souvent. Donc, tous les détails du concours vont se retrouver au latranchée.com/29, ainsi que les notes du podcast. On a mentionné une tonne de ressources, une tonne de livres, une tonne de vidéos. Ça vaut la peine de vous y rendre. Alors, sur ce, je vous laisse déguster cet excellent épisode de Scotch et Domination mondiale. Lorsque j'ai commencé mon podcast, j'avais une liste d'individus que je tenais absolument à rencontrer parce que je me suis jamais caché que ce podcast-là est un peu une excuse pour moi d'être capable de rencontrer des entrepreneurs de très haut niveau et de creuser dans leur tête pour savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont eu le succès qu'ils connaissent présentement, qu'est-ce qui les rend un peu différents. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, l'immense bonheur d'accueillir avec moi un entrepreneur que je respecte beaucoup pour sa transparence, son sens éthique absolument incroyable, ses belles valeurs, il est drôle, il se prend pas pour un autre. Et j'ai nommé Serge Beauchemin. Donc, tu te prends pas pour un autre? J'adore. Difficile. Fait que, salut Serge. Salut. Je suis contente merci beaucoup de t'être déplacé. Ça fait plaisir. À Trois-Rivières. Aujourd'hui, on va se prendre un plat de popcorn parce que je t'avais parlé de mon popcorn incroyable, qui est en fait du popcorn Amish. Qui fait en sorte qu'il est si bon. Hein, c'est parce qu'il est amiche. Oui, non, mais c'est parce qu'on regarde, il est plus blanc que du popcorn normal. C'est des baby white. Fait que c'est des tout petits grains qui sont plus blancs. Et puis, ils sont plus croustillants. Il y a moins de coque après le popcorn. Ce qui fait en sorte que c'est incroyable. Fait que je nous ai préparé un petit Perrier pour qu'on n'ait pas des graines pognées dans la gueule. Faut savoir qu'Olivier, son popcorn, c'est quelque chose. Hein, parce que quand je l'ai rencontré, il m'a parlé de son popcorn. Il y a tous les grains qu'il a essayé partout. Il a fait venir sur Internet. Pendant 15 minutes. Il a goûté tous les petits assaisonnements aussi, les beurres, les ci, les ça, pour retrouver le goût parfait. Puis il m'a dit, quand tu vas goûter mon popcorn, tu vas tomber à terre. Alors, on va avoir une citation à mettre sur
sur mes photos de popcorn. C'est vrai qu'il est bon en tabarouette, ton popcorn. Excellent. Typiquement québécois. En tabarouette. Fait qu'on est en train de... On va se prendre un petit scotch avec ça parce que c'est le concept de l'émission. Tu sais que je bois pas normalement, ou très, très peu. Alors, Ouais. c'est juste parce que c'est toi, puis que tu J'insiste. un peu de scotch. Puis en fait, tu es un passionné de scotch, c'est ce que je découvre. Ouais, ben ça fait un petit peu partie aussi de la brand. C'est Scotch et domination mondiale. Ça fait longtemps que je traîne ça. Je suis moins passionné de Scotch que ce que j'étais quand j'ai établi un peu quand j'ai fait mon nom de ma page Facebook. Mais c'est resté. Et puis, je te dirais que c'est le genre de drink qu'on prend quand on est en train de discuter justement d'affaires classique. Là, c'est macho comme verre. On se prend un verre de Scotch. On parle de business. C'est tout moi. L'alcool, macho, c'est tout moi. C'est tout moi, ça. Écoute, ça m'a fait plaisir de C'est un peu plus comme François Lambert. Ah ouais, c'est ça. Moi, je suis pareil comme François. Fait que... Salut François en passant. Justement, qui va lancer son nouveau livre prochainement. Ouais, Donc, exact, j'ai hâte de lire ça. C'est un Balvenie à double maturation qui a été vieilli dans un fût de chêne, bien sûr, normalement, comme le reste des Balvenie, sauf qu'il a été rajouté 2 ans de plus dans un fût qui a contenu du rhum. Okay. Donc, ça vient sortir les arômes de vanille, de figues, de un petit peu fruité que tu as dans le scotch. Fait que très intéressant. Je vais te laisser découvrir ça. Ben ouais. Et ça complémente parfaitement le popcorn. Le popcorn. Ouais. Mais on devrait Il faut avoir avoir une petite goutte d'eau là-dedans là, qu'on met. Ah ouais, normalement, mais là, OK. écoute, Donc, on déguste ça à la bonne franquette. Ouais. Cheers. Ça, c'est un cul sec, c'est ça qu'il faut faire? Ça sent bon. Bonne réaction. C'est très bon. Ouais, mais moi, c'est pour de vrai. Ouais, honnêtement, c'est bon. Je suis un gars qui aime beaucoup le scotch qui est tourbé habituellement, qui est fumé. Celui-là, c'est vraiment pas dans cette branche-là, mais je pense qu'il est quand même un petit peu plus sucré. J'aime beaucoup le rhum aussi. Fait que ça vient un petit peu rappeler les petites notes de rhum qui peuvent être agréables. Donc, Serge Beauchemin, t'as pas besoin d'introduction, tout le monde te connaît. Ben, tout le monde, je sais pas si tout le monde me connaît. Tout le monde mais il y en a une bonne monde. gang qui me connaissent, ou du moins qui pensent me connaître. Exactement. Et puis, je veux dire, t'es un personnage qui est très médiatisé. Ton nom, du moins, a été entendu dans les oreilles de pas mal tout le monde au Québec, plus d'une fois. Mais c'est pas nécessairement tout le monde qui est familier avec ton histoire, qu'est-ce que tu as fait pour te rendre où ce que tu es présentement. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire une espèce de petit wrap-up, si on veut, de ton background. Très Toi qui rapide. vas faire le wrap-up? Très rapide pour qu'on puisse ensuite de ça attaquer à des questions Good. un petit peu Tu veux plus. que je te plus corrige challengeantes. sur ton wrap-up? si Exactement. jamais- Je vais OK. probablement charcuter certaines portions. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit qui est faux, tu as juste à me le dire. Tu m'interromps, tu dis Olivier, Good. tu as mal fait tes devoirs. All right. Donc, je pense que tu as lancé ton entreprise en 1987. Yep. Je suis pas un gars de date, mais je l'ai eu. Tu avais 22 ans, 40 dans les poches et ton entreprise au nom de Treesoft, qui était une entreprise où ce que tu faisais la revente de logiciels. Exact. Ça serait très, très, très bien passé si les gens veulent découvrir comment est-ce que tu as été capable de faire grossir cette entreprise-là. Tu as fait une présentation qui était à l'école d'entrepreneuriat, je pense, qui va être dans les notes du podcast que je vais mettre, que j'ai écouté cette semaine et où ce que tu détailles toutes les stratégies, les trucs, les tactiques absolument rocambolesques et créative, très créative, on peut le dire, que tu as utilisé pour être capable de faire justement grossir cette entreprise-là avec très, très peu de moyens. Et tu l'as vendu en 2005 où tu avais un chiffre d'affaires l'année d'avant de 75 millions de dollars. Donc, on se doute que le chèque de paye a été assez intéressant cette année-là. Oui, t'es pas pire. La facture d'impôt était salée. Oui, probablement. Tu as réinvesti une bonne partie de ton capital. Et depuis une dizaine d'années, tu t'impliques beaucoup dans la sphère entrepreneuriale. Donc, tu as été conférencier, je pense, quasiment toutes les années au HEC. Ensuite de ça, tu fais partie de Ange Québec et tu as été 6 ans, je pense, au Dragon, comme ange investisseur, bien sûr. Récemment, tu as lancé ta communauté entrepreneuriale Alias Entrepreneur. Oui, puis t'as fait compétition. Je dis, moi, là, la tranchée, il faut détruire ça. Alors, c'est Alias Entrepreneur. C'est pour ça qu'on t'invite sur le podcast. Donc, Alias Entrepreneur, communauté entrepreneuriale qui, autant
en ligne que hors ligne, ce que je trouve qui est intéressant. Tu as fait un événement récemment où j'ai participé, entre autres. Merci d'ailleurs d'être venu. Ben, c'est super le fun. J'ai rencontré des gens qui étaient dans la tranchée aussi. Fait que c'est le fun de voir le match, l'espèce de symbiose qu'on a entre nos différentes audiences. On a une façon d'aborder l'entrepreneuriat qui se rejoint dans les valeurs, mais qui est différente dans le contenu. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est une belle... je pense qu'il y a des synergies à faire entre les deux groupes. Moi aussi, c'est pour ça que je suis ici. Et puis, fait que c'est super le fun, mais t'as pas juste le volet qui est dans la vraie vie, hors ligne. T'as également le volet en ligne, où tu as plein de capsules. Je pense que c'est une capsule par jour pendant 150 jours pour la première bêta, si on veut, la première version de Alliance Entrepreneur, où ce que tu partages tes connaissances, tes acquis sur l'entrepreneuriat, chose qui est tout à ton honneur. C'est vraiment le fun que tu prennes le temps de faire ça. Tu as probablement 1000 choses à faire. Mille et une. Ouais. C'est super intéressant. Et finalement, tu co-animes l'émission Moment décisif à VTL avec Kim Rusk. Fait que, est-ce que c'est juste de dire que tu t'es donné comme mission personnelle d'encourager ou de simplement démocratiser le monde des affaires dans la culture au Québec? Ça fait partie de mes ambitions personnelles que de contribuer à faire une différence. Puis là où je pense que je suis capable de faire une différence au Québec, c'est définitivement dans l'angle entrepreneurial. Je ne suis pas un gars... j'ai pas à quoi assez dur, je dirais, pour faire de la politique. Je n'ai pas à quoi assez dur de me faire entrer dedans sur quelque chose que j'ai dit il y a 8 ans ou la semaine passée. Moi, je suis trop spontané, je suis pas réfléchi. Tu dis trop de niaiseries pour aller en politique. Je dis trop de niaiseries pour aller en politique. Fait que je voudrais pas avoir à dealer avec ça 7 sur 7, puis impliquer également ma conjointe, ma famille, puis tous les gens qui me fréquentent. Une carrière politique, c'est... Alors, la carrière politique, c'est une façon de faire une différence. Il y en a d'autres. Et j'ai choisi de faire une différence dans l'axe ou dans l'angle entrepreneurial au Québec et en faisant une promotion de l'entrepreneuriat et en stimulant les gens à faire des bonnes affaires. Et puis, je pense qu'une des choses qui fait en sorte que les médias t'aiment aussi, c'est justement le fait que tu n'as pas la langue dans ta poche. Tu dis beaucoup de choses qui sont agréables à entendre. Et en fait, tu n'as pas peur d'être humain publiquement. Ça, c'est super le fun. Et il y a peut-être quelque chose que tu pourrais partager sur toi qui va faire en sorte que les gens vont bien comprendre justement jusqu'à quel point est-ce que tu aimes ça être drôle. Donc, dans ton adresse courriel, SB commercial, quelque chose des gens devineront si jamais ils veulent te contacter. Que veut dire les initiales SB? Évidemment, ça veut dire Serge Beauchemin. Mais des fois, quand tu dis SB à commercial quelque chose, les gens disent quoi? FB? Ou ça m'a toujours un peu mystifié, comme comment ça se fait qu'ils n'ont pas deviné qu'SB, c'était mes initiales. Alors, à la blague, je réponds SB pour Sexy Boy. Et évidemment, les gens trouvent ça très drôle. Et je rajoute Sexy Boy à commercial le reste. C'est aussi une adresse valide. Alors, si tu écris à Sexy Boy à commercial quelque chose, ça s'en vient aussi à mon compte personnel. Je trouvais ça drôle justement parce que dans nos correspondances en CC, c'est Sexy Boy qu'il y avait. Fait que je trouvais ça quand même assez drôle. Tu viens de mentionner que tu n'étais pas... Bon, pas l'entrepreneuriat, mais la politique n'est pas quelque chose qui t'interpelle nécessairement. Non. Ceci étant dit, étant une personne qui a à cœur l'entrepreneuriat, l'économie, c'est lié. Ensemble, l'économie et la politique, encore une fois, c'est lié. On vient de vivre un changement assez fondamental dans la direction du leadership au Québec avec la dernière élection. Selon toi, quel est le rôle de l'État dans le développement de l'entrepreneuriat? Bien, je dirais que le rôle, il peut avoir différents fautes, différents angles que l'État doit jouer. Définitivement, un premier qui est l'encouragement, donc stimuler l'entrepreneuriat par une saine promotion des valeurs entrepreneuriales, je dirais, par une implication dans différents... Tu sais, il y a beaucoup de gens là, qui évoluent autour de la planète entrepreneuriale au Québec. Là, je pense à la Fondation d'entrepreneurship du Québec, au Réseau M. Je pense à l'Association des clubs étudiants entrepreneurs, à GIA Québec. Il y a beaucoup d'organisations qui font la promotion de l'entrepreneuriat, autant chez les très jeunes, à la grande journée des petits entrepreneurs, aux jeunes de secondaire, au cégep, collégial et tout ça. Donc, même après ça, il y a beaucoup de gens qui jouent là-dedans. Donc, le gouvernement a un mot à dire en soutenant et en choisissant certaines de ces initiatives-là et en les encourageant, donc en les finançant, ni plus ni moins. Je pense que le gouvernement a également un travail à faire en termes de simplification des processus parce que c'est très, très compliqué pour une petite entreprise de démarrer puis et de faire son reporting au gouvernement. Ouais. J'ai l'impression que parfois, l'État n'a
n'a pas conscience à quel point elle est exigeante ou il est exigeant auprès des entrepreneurs, que ce soit pour le reporting de TPS, TVQ à tous les mois. Si tu les fais pas à tous les mois ou à la fin de telle date, tu as une pénalité, tu as des intérêts, tu as la remise des DAS, des déductions à la source que tu dois prendre sur le salaire de tes employés, compléter toutes sortes de rapports. En fin d'année, envoyer des T4, des T5, des T4A, des T5A, des T1, toutes sortes de formulaires qu'il faut envoyer à gauche et à droite à l'État. Encore une fois, si tu ne les fais pas dans les bons délais, tu es pénalisé. Et tu fais tout ce travail-là pour techniquement gratuit, c'est-à-dire que tu n'es pas payé par l'État pour faire ce travail-là. La seule redevance que tu reçois de l'État, c'est pas une redevance, mais c'est un break fiscal sur tes impôts, mais tant que tu fais pas beaucoup de profit. Fait que quand tu es une corporation, puis tu fais en deçà de 250 ou 300 000, je connais plus le seuil, là, mais tu as un petit taux d'impôt, puis en haut de ça, tu as le même taux d'impôt que n'importe quelle grande corporation. Là. Mais donc, le fait que tu aies un break fiscal, on pourrait dire, ah, ben oui, mais tu payes moins d'impôts quand tu es une petite entreprise, c'est normal que tu aies à assumer ta part sociale en travaillant pour l'État, mais tu payes quand même les impôts, là, on va se le dire. Tu crées de l'emploi, tu prends des risques. Alors cette charge sociale que l'État impose aux entrepreneurs, je la trouve très lourde et ça devrait être une mission du nouveau gouvernement d'alléger ça. Ça, c'est autant au niveau du gouvernement provincial que fédéral, malheureusement. Oui, évidemment. Puis c'est... Mais tu sais, un exemple, le gouvernement provincial pourrait simplifier ses processus puis lui faire un reporting au fédéral après. Tu pourrais avoir juste un État à qui... C'est comme les taxes, on donne nos taxes... Exact. Des taxes harmonisées. Aux Québécois. Puis après ça, ils shippent au Canada. Mais j'ai l'impression que... Mais c'est une structure que ça fait tellement longtemps qu'elle existe que ça n'a pas été modernisé. Moi, des fois, quand j'appelle, j'aime appeler... C'est censé être capable de faire ça toi-même. C'est pas ta génération. C'est pas ma génération. Je suis supposé d'avoir un formulaire quelque part sur Internet, là, voyons, là, tu sais. Puis ensuite de ça, il faut que je faxe quelque chose. De faxer. C'est quoi ça? Là, il faut que je te l'envoie par la poste. Ouais. Qu'est-ce que j'ai... À chaque fois que je fais mes remises de taxes, bien, tu sais, il faut que j'aille m'acheter une enveloppe avec un thème parce que c'est la seule fois que j'utilise ce mode de communication-là. Je peux pas te faire C'est tellement 20e siècle. Ah, ça n'a aucun sens. Puis des fois, comme que tu mentionnes, moi, j'ai eu des pénalités à plusieurs reprises à cause que j'étais en retard d'une journée, à cause d'un papier que je savais pas qu'il fallait que je produise, que j'ai pas produit parce que personne m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Puis des fois, j'ai l'impression qu'ils sont pas de notre bord. Je trouve que c'est plate un peu. Mais tu sais, c'est pour ça, si on parle de la machine gouvernementale, c'est une machine complexe. C'est une machine complexe. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments là-dedans. Je ne suis pas en train de prendre leur défense ou la défense de l'État, mais je pense qu'il doit y avoir une volonté politique étatique, là, une volonté de l'État et des systèmes de l'État pour définitivement simplifier le processus, particulièrement pour les petites entreprises. Donc, je dis les petites, là, n'importe où entre 20 employés et moins, là, où souvent ces entreprises-là ne sont pas toutes bien riches. En fait, la majorité ne sont pas riches du tout. Alors, ils struggling, là, ils se débattent. Ils se débattent déjà pour rester en vie ou survivre. Puis au-delà de ça, et en plus de ça, il faut aussi s'assurer que tous les petits papiers de l'État soient faits. Puis il y en a tellement, comme tu dis. Même des fois, il y a des papiers que tu n'es pas au courant qu'ils existent, qu'il y a des trucs que tu savais pas qu'il fallait faire, que tu apprends en fin d'année dans ton rapport d'impôt. Ton comptable te dit « Hey, tu n'as pas fait telle ou telle affaire. Tu n'as pas des acomptes provisionnels de l'année d'après. Là, tu es rendu, il faut que tu payes de l'impôt d'avance pour les profits que tu pourrais faire l'année d'après. Mais toi, tu sais que tu n'en feras pas l'année prochaine pour telle ou telle raison, mais... Faut que tu payes pareil des acomptes provisionnels. Alors, il y a toutes sortes de... C'est très complexe. Donc, ça, c'est un des aspects, je pense, que le gouvernement devrait attaquer. Donc, je disais tantôt, d'une part, la promotion de l'entrepreneuriat, d'autre part, la simplification de ces processus, puis peut-être aussi, je dirais, un peu plus d'éducation. Tu sais, promotion égale pas nécessairement éducation. Promotion égale... on démocratise, je dirais, le vocabulaire, le langage. Mais l'éducation, c'est peut-être de commencer à mettre dans nos programmes scolaires très jeunes une certaine littératie financière et entrepreneuriale. Pas juste financière. On parle beaucoup là, et on devrait avoir des cours d'économie un peu à l'école quand on est jeune pour comprendre les taux d'intérêt composés, les hypothèques. Tu sais, le langage minimum qu'un jeune de ton âge devrait maîtriser. Mais je vais au-delà de ça. Tu sais, quand je vais au-delà de ça, je parle d'éducation où on devrait commencer aussi à inculquer certaines valeurs entrepreneuriales. Quand je dis certaines valeurs, c'est que dans notre société, on valorise beaucoup l'argent, mais on parle pas de comment on a acquis l'argent. Tu sais. Ouais. Il y a comme une dichotomie là-dedans, quelque chose qui fonctionne pas. Tu sais. Il y a des gens qui vont applaudir quelqu'un qui se promène avec une voiture de 300-400 000 sur la rue, puis ils vont dire « Ah, wow, ça, ce gars-là ou cette femme-là, elle a réussi, check ici sa voiture. » Mais personne ne s'est posé la question comment
il y a eu cette voiture-là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour obtenir cet argent-là? Et moi, ça me dérange un peu. On ne travaille pas assez sur les valeurs fondamentales. On parle juste du cash ou de l'objectif, pas de l'objectif, mais du résultat ou de la conséquence. On ne parle pas assez du comment. Et ça, on devrait enseigner à l'école. Les valeurs entrepreneuriales, c'est quoi? C'est aider les autres, c'est s'impliquer dans sa communauté, c'est faire le juste profit, c'est faire de l'argent correct, mais faire de l'argent en respectant les lois, en respectant l'environnement, en respectant sa société. Ça, c'est des choses qu'on devrait parler à l'école et malheureusement, on n'en parle pas assez. Oui, définitivement, parce que culturellement, l'argent, c'est encore un peu sale. Au Québec, dans le sens que la personne qui a une belle voiture, justement, bien, souvent, le premier réflexe des gens, ça va être de dire oui, il y a un beau char, mais en même temps, de dire ça doit être un crosseur, ça doit être un ci, ça doit être un ça. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins, ça doit être un crosseur, ça doit être un ci, ça doit être un ça, parce que les valeurs et le respect pour l'entrepreneur, le concept d'entrepreneur a beaucoup changé dans les 10 dernières années au Québec. En fait, 10-12 années, là, tu pourrais retrouver la référence si tu veux, là, mais il y a des enquêtes de popularité pour les jobs, là, les métiers qui sont conduites à toutes les années, je pense. Dans le Code Québec aussi, il y a comme un gros condensé de ces études-là. C'est intéressant. Bien, là-dedans, on pourrait voir que 10-12 ans, le mot entrepreneur avait une connotation très négative au Québec. Donc, on pouvait dire à peu près 60 à 75 des répondants pensaient que les entrepreneurs, c'est des crosseurs, des voleurs, des menteurs, des requins, puis des malhonnêtes. Alors, une connotation très négative à près de 75 des répondants. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, on pose une question aux gens, qu'est-ce que vous pensez des entrepreneurs? Et on va avoir 60-75 de qualificatifs positifs. Donc, la perception a changé sur le concept de l'entrepreneur. Bravo. Je nous applaudis, tous ceux qui ont participé à ce changement-là. Mais ceci étant dit, on parle de la perception de l'argent. La perception de l'argent, ça aussi, ça doit changer. C'est pas nécessairement lié à la perception qu'on a de l'entrepreneur. L'argent, proprement dit, c'est un concept avec lequel on a une certaine... on a un certain malaise d'en parler, comme je disais tantôt, de trouver sa place dans notre schème de valeurs. C'est quoi l'argent? On place ça où? Si tu as des enfants, un jour, tu vas leur enseigner quoi à propos de l'argent? On met ça où dans nos valeurs, l'argent? Est-ce que l'argent, c'est l'objectif ultime d'une vie? Ou est-ce que l'argent, c'est une conséquence de quelque chose que tu fais? Bien, tu vois, c'est différent. Si la conséquence de quelque chose que tu fais, la question que tu te poses maintenant, c'est qu'est-ce que je fais pour faire de l'argent? C'est pas l'objectif qui est important, c'est ce que je fais. Et l'argent devient une conséquence. Alors, parce que, tu sais, faire de l'argent, la job la plus simple, c'est probablement de vendre de la poudre aux enfants maternels, tu sais. Parce que les autres, tu vas avoir des clients fidèles pour le restant. Ben, c'est une joke, là, on s'entend. Ils vont acheter de la poudre, là. Pris hors contexte. Serge Beauchemin, si tu veux faire de l'argent, vendre de la poudre à des enfants maternels. Tu comprends ce que je veux dire? C'est si tu vends un produit très addictif à une clientèle qui est trop naïve ou pas assez connaissante pour comprendre les conséquences et elle se met à en acheter, ben écoute, tu vas faire de l'argent comme de l'eau. Puis tu vas faire de l'argent sans payer d'impôts parce que c'est de l'argent criminel, là, c'est de l'argent qui est tout noir. Alors, tu vas t'enrichir. Puis, du coup, tu vas te ramasser à 24, 25, 30 ans avec une grosse bagnole ou 2 ou 3 grosses bagnoles, une grosse maison, la grande vie. Tu voyages partout. Les gens disent « Oh my God, quel homme incroyable, quel succès qu'il a. » Mais non, on est juste en train de juger la masse d'argent que tu possèdes. On n'a pas du tout discuté de comment tu as obtenu cet argent-là. Alors, pour moi, je dis l'argent, c'est une conséquence. Du coup, on va commencer à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de l'argent. Puis, on peut faire évidemment des bonnes affaires. On peut faire du sport, on peut faire de l'art, on peut être médecin, on peut être avocat, on peut être prof, on peut être entrepreneur, on peut être plombier, électricien, restaurateur. Il y a plein de trucs, en fait. C'est quasiment illimité ce qu'on peut faire pour générer de l'argent. Mais la question se poser maintenant, c'est comment on va générer cet argent-là, comment on va faire, et dans le respect des lois, le respect de l'environnement, le respect de l'autre. Pour moi, ça, c'est fondamental. Oui, je pourrais pas être plus d'accord avec ça. Beaucoup de mots, hein? Je dis toujours beaucoup de mots. C'est comme ça, c'est une machine à parole. Mais c'est ça qui est le fun dans le podcast qu'on a, c'est que c'est un format qui est assez longue durée. Donc, il va probablement falloir qu'on te coupe après 2 heures. Hein. Non, mais... je vais partir parce que j'ai rendez-vous. Alors. Mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir justement peut-être aller un petit peu plus loin dans nos explorations d'idées que ce qu'on pourrait faire, mettons, dans une entrevue à la radio ou à la télévision. Fait que ça, c'est intéressant. Tu as mentionné justement dans un autre podcast avec Marco Bernard que ton livre préféré et de loin était Four Steps to the Epiphany. Est-ce que tu as lu? J'ai pas eu le temps de lire. Par contre, pas pris le temps de lire. Non, effectivement. Mais j'ai écouté des talks. Steve Blank, je pense qu'il s'appelle. Steve Blank. Donc, j'ai écouté des talks de Steve Blanks et j'ai aussi lu beaucoup de résumés du livre et quelques extraits. Hier, j'ai skimmé un petit peu quelques pages et je me suis rendu compte que ce livre-là a présenté un concept qui est le Customer Development, qui est fondamental à mon livre préféré, qui est Lean Startup.
Qui est un élève. Exactement, ce que j'avais Ries est un élève de Steve absolument aucune idée. Ouais. Et c'est justement en tombant sur le blog de Rick Ries qui parlait de ces différents concepts-là que j'ai fait comme « Oh my God! » Le concept coup de cœur que j'avais du livre Lean Startup a été apporté par Steve Blanks. Fait, j'ai trouvé ça vraiment comme... J'ai trouvé ça le fun. Et puis, ça fait combien de temps que tu as lu ce livre-là? Ah, mon Dieu, il doit faire 4 ans. Hein? 4 ans. Ça fait quand même un certain temps, parce que ce livre-là il est sorti en 2005. Lean Startup est sorti en 2008. Fait que c'est comme... J'ai dit 4 ans. J'ai lu ça avant Les Dragons. Fait que c'est pas 4 ans. Les Dragons, c'est 2013, c'est en 2018. Ça doit faire au moins 5 ans. Donc, question comme ça. Après tout ce temps-là que tu as lu ce livre-là, qu'est-ce qui est resté avec toi aujourd'hui? Quand tu penses à ce livre-là, qu'est-ce qui te vient en tête? Bien, premièrement, quand je pense à ce livre-là, moi, ça vibrait beaucoup parce que c'est exactement ce que je pensais et que j'ai appliqué dans ma propre existence. Tu sais, des fois, tu lis des bouquins. Moi, j'aime ça lire des livres d'affaires. J'en lis entre 10-12 par année. Là, puis parfois, quand tu lis des bouquins, tu vois quelqu'un qui met des mots sur des choses que tu as vécues ou que tu as traversées, mais que toi, tu t'étais pas arrêté pour les encapsuler, ces choses-là. Tu sais, c'est des expériences, c'est des leçons que tu as traversées puis que tu n'as pas arrêté pour faire une synthèse de ça puis les mettre en ordre, ces leçons-là. Puis là, tu lis un bouquin, tu dis « Oh my God, c'est ça. C'est ça que je pense. C'est comme ça que je vois ça. » Puis Steve Blanks, ce que j'aime beaucoup, c'est toute sa business, toute sa pensée stratégique est appuyée sur le customer development, donc le développement de la clientèle. Puis moi, quelque chose qui est fondamental, que j'ai toujours dit depuis que je fais des affaires, qui est la plus grande, la chose la plus importante de tout projet d'affaires, c'est le client. T'existes pour rendre un service à quelqu'un quelque part. J'en ai parlé il y a quelques instants même. Dans ma phrase, j'ai dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui existe pour rendre service à quelqu'un. Il voit un problème quelque part, il voit une solution à ce problème-là, puis il va apporter cette solution-là à cette clientèle-là. Donc toute la philosophie de customer development, toute la philosophie d'orienter tout le développement de tes produits, de tes services, de tes opérations autour du besoin du client, autour de la satisfaction de ces besoins-là, pour moi, c'est le cœur de ma pensée stratégique en affaires. Et puis, concrètement, comment est-ce que ce livre-là ou ces réflexions que tu as eues en lisant ce livre-là ont informé tes décisions d'affaires? Je ne sais pas si ça a vraiment... Parce que là, ça va paraître prétentieux, mais comme je disais tantôt, c'est vraiment quelque chose que je pensais déjà à bien des égards. Par contre, je n'avais peut-être pas mis de mots, je n'avais peut-être pas systématisé l'approche. Fait que forcément, maintenant, quand je fais de la réflexion stratégique avec les entreprises dans lesquelles je suis investisseur ou les jeunes que je vais mentorer à gauche et à droite, bien, je vais, dans mes mots, m'être approprié ces concepts-là que je vais ramener. Je vais parler beaucoup de l'importance du client, de développer ton produit. Je suis un fan de Eric Ries aussi, ou Ries, tout dépendant de comment tu prononces son nom. D'ailleurs, aucune espèce d'idée. Moi non plus. J'aimais aussi l'autre, Ries, ou Ries, que tu as peut-être déjà lu aussi, qui est All Rise. Non, c'est un autre auteur extraordinaire, très prolifique, qui a écrit beaucoup de bouquins sur le marketing et le branding avec un chum à lui qui s'appelait Jack Trout. Alors, les bouquins que moi j'ai lus quand j'avais ton âge, c'était les bouquins de pas Steve Blanks, mais de Al Ries puis Jack Trout. Deux extraordinaires auteurs aussi sur le branding puis comment ça fonctionne, le branding. Puis encore là, si jamais tu lis ces ouvrages-là, tu vas te rendre compte que tout est copié sur le modèle humain. Tout marche sur comment ça marche un être humain et c'est comment ça marche un cerveau humain, comment ça interagit les humains. Alors, toute la philosophie du branding de Trout puis de Al Ries est basée sur justement cette capacité du cerveau de distinguer des éléments. Combien d'éléments on peut distinguer, comment on les classe, comment on les choisit, comment on les compare. Et du coup, quand tu te poses ces questions-là, tu comprends davantage l'être humain, tu te comprends toi-même comme être humain, tu comprends les autres êtres humains. Puis là, ben, tu peux aussi, je dirais, influencer le développement stratégique de ton branding, de ton marketing, de ta conquête clientèle quand tu sais mieux communiquer avec elle, quand tu sais mieux te présenter à elle. Puis quand tu as aussi, je dirais, un peu plus de valeur, un peu plus de respect pour ce que les autres font, puis du coup, trouver ta place dans cet échiquier-là. Il y a trop de gens qui voient les concurrents comme des ennemis à abattre. C'est pas des ennemis à abattre, c'est des ennemis qui vont te faire valoir davantage tes forces. C'est des ennemis, pas des ennemis, mais des joueurs desquels tu dois te distinguer. C'est ça ton travail, te distinguer des autres pour offrir quelque chose qui est unique, quelque chose qui se démarque. Alors, tous ces concepts-là, c'est des concepts qui m'allument énormément et qui viennent influencer, tu le vois, là, qui viennent teinter et influencer mon discours quand je rencontre des jeunes. Justement, tu viens de mentionner quelque chose qui est
quand tu es dans un marché qui est compétitif, il faut que tu te différencies beaucoup de tes compétiteurs, etc. Et tes adversaires, tes compétiteurs, c'est peut-être pas nécessairement des gens qu'il faut abattre. Mais ça, c'est une réalité qui est vraie quand tu es dans un marché qui est mature, qui est déjà établi. C'est pas nécessairement le cas de toutes les entreprises, de tous les entrepreneurs. Et je pense qu'on donne souvent des conseils aux entrepreneurs de façon générale, sans égard à où est-ce que cette personne-là se trouve dans son cheminement et quels sont ses struggles actuels. Un concept qui est intéressant dans le livre de Steve Blank, c'est justement que lui, il nomme 4 étapes, 4 stages différents au développement d'une entreprise. Et je trouve que c'est justement, on donne souvent des conseils aux gens comme s'ils étaient tous dans la même place, dans l'espèce de gros parapluie entrepreneurial. Et mon conseil qui est valide pour un CEO d'une entreprise qui a 500 employés est valable pour la personne qui est en start-up. Ce qui, à mon sens, est complètement ridicule. Et un exemple que Eric Ries a mentionné dans un de ses articles de blog était lorsque ton entreprise change de phase, de stade, tu le sais pas. Mais si tu avais à recevoir un mémo, le mémo ressemblerait à ceci. Bonjour Olivier, je suis vraiment désolé de t'apprendre qu'on n'aura plus besoin de tes services parce que le poste que tu occupes présentement dans ton entreprise n'existe plus. Ton entreprise non plus n'existe plus. Ceci étant dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que tu viens d'être engagé dans une nouvelle entreprise qui s'adonne à avoir tous les mêmes employés que l'autre d'avant. Et cet emploi-là, tu l'as déjà depuis quelques mois et tu es en train d'échouer lamentablement. Heureusement pour toi, toutes les stratégies et tactiques que tu as développées dans ton ancien emploi qui faisaient en sorte que tu étais compétent ne fonctionnent plus. Bonne chance. Tu l'as appris par cœur ou? Ben, à peu près. Ben, c'est quand même assez facile à mettre dans ces mots. Donc, je trouve ça drôle parce que c'est vrai que ça n'a aucun rapport. Quelqu'un qui est en start-up, quelqu'un qui a une grosse business, quelqu'un qui vient de commencer à avoir une certaine traction initiale. Fait que, toi, ma question, c'est comment est-ce que ton conseil que tu donnes à un entrepreneur change selon une start-up ou une entreprise qui est bien implantée? Ben, en fait, c'est quand tu donnes un conseil à quelqu'un, si je viens te voir et je te dis j'ai des problèmes de poids, j'ai des problèmes de poids, puis tu me réponds à ça, ouais, mais man, change ta bouffe, puis fais du sport, puis c'est réglé. Ben, t'as juste pas pris compte de mon contexte, tu t'es pas informé de moi, tu t'es pas informé de ma situation. Mais il reste que, ça semble être assez évident que les résultats et les conseils doivent être appropriés en fonction de la personne à qui tu parles. Puis pour moi, ben, c'est clair que si je donne un conseil à quelqu'un qui a une business avec 300 employés puis qui me demande un conseil sur comment passer à la prochaine étape, ben lui, la prochaine étape, c'est pas la même que la personne qui a 3 employés qui veut passer à la prochaine étape. Fait que sa prochaine étape, c'est pas la même chose. Que, évidemment, je vais lui poser la question, c'est quoi pour toi la prochaine étape? C'est quoi ton prochain défi aussi, tu veux t'en aller? Puis là, il dit, ben moi, je voudrais peut-être juste incorporer mon entreprise. Je suis en train de me demander si je dois rester incorporé ou rester une société de personnes. Pas la même question, puis c'est pas la même réponse que l'autre qui va me dire écoute, moi, je suis en train de me demander est-ce que je devrais créer une société en commandite pour diversifier mon capital ou pas toute la même idée. Pourtant, on parle encore de statut juridique d'une corporation, mais c'est pas en toute la même nature des questions, c'est pas le même intérêt. Je pourrais même dire le jeune qui me demande je devrais-tu partir en société de commandite ou en coop ou en incorporation? Et l'autre en haut qui va me dire ben moi, j'ai beaucoup de liquidités, je suis en train de me demander, je devrais pas partir une société en commandite puis mettre cet argent-là dans une fiducie. Puis on se rend compte que les discussions, même si c'est les mêmes mots, ça n'a pas tout pareil. Là. La grande entreprise, ça va être pour sauver de l'impôt, ça va être pour optimiser son impôt peut-être, ça va être pour mettre une stratégie de rendement en dehors de ses opérations, ça peut être pour diversifier sa croissance sans toucher le cœur de sa business. Il peut y avoir 45 raisons qui sont complètement différentes du petit entrepreneur, du plus petit entrepreneur. Mm-hmm. Puis là, tu as nommé un point qui est au niveau de la structure fiscale, mais toutes les autres, en fait, tous les autres domaines, ou je sais pas comment dire ça, mais toutes les autres composantes de l'entreprise ont également un set de struggles qui sont complètement différents. Fait que, typiquement, quels sont les struggles qui sont importants, les choses qu'il faut adresser qui sont importantes lorsqu'on est en start-up, que quand on parle d'une grosse entreprise, ça fait absolument aucun sens de se poser ces questions-là. Fait que pour quelqu'un qui commence, parce que c'est la plupart des gens qui vont écouter, tu sais, des PDG d'entreprises qui ont 500 employés en montant... N'écoute pas la tranchée. De un,
Ils n'ont pas le temps. Ils ont d'autres choses à faire. Puis, ils n'ont pas le temps. Deuxièmement, tu sais, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup en termes de nombre, tout simplement, parce que c'est rare. Ouais, il y en a moins. Bon. Fait que pour la plupart des gens qui nous écoutent, quand tu es en lancement d'entreprise, quelles devraient être tes priorités? Moi, je vais te dire 3 priorités. Et c'est probablement les 3 mêmes que tu retrouves quand tu es rendu à tout le long de ta croissance, mais qui prennent complètement des tournures ou des ampleurs différentes. OK? Première priorité, tu ne seras pas étonné d'en prendre. Non. Tu ne seras pas étonné de m'entendre parler de Customer Development. Donc, première priorité de toute entreprise en démarrage, c'est le développement de la clientèle. C'est primordial. Tu ne réussiras pas à l'affaire si tu ne penses pas à comment tu vas développer tes affaires, comment tu vas lorsque tu dis développement de la clientèle, parce que tu as plusieurs façons d'interpréter ce terme-là. Est-ce que tu réfères à aller chercher le plus de ventes possible et de clients payants possible, ou tu réfères à l'autre concept qui est plus le product market fit, de bien cerner ton client, de bien comprendre ses besoins puis d'offrir la solution que cette personne-là veut, d'avoir le plus gros, de comprendre les besoins, frustrations, désirs le plus possible de cette personne-là. Comprends-moi bien, Olivier, il faut faire les deux en même temps. C'est ça qui est dur en start-up. Tu sais, en start-up, les gens pensent qu'il y a une recette en start-up, puis on suit la recette, tu vas avoir du succès. Tu sais, puis malheureusement, c'est pas ça. La recette, c'est t'as ta recette, l'autre a sa recette, le troisième a une recette. Puis dans ces recettes-là, macro, si tu regardes macro, tu vas retrouver des éléments pareils. Dans l'exécution, c'est complètement différent. Puis dans l'exécution, c'est tributaire du marché dans lequel ça s'exécute, de l'exécutionnaire, je sais pas si le terme existe, de l'exécutant, de celui qui exécute, puis les gens qui l'accompagnent. Fait que ce que je veux dire, c'est pas simple comme réponse. Donner une réponse catégorique et dire réplique ça, fais ça. C'est pour ça que je t'ai dit 3 axes. Customer Development. Pour certains, ça va être Market Fit. T'sais, ça va être customer, ça va être de t'assurer que ce que tu fais, comme tu disais tantôt, ce que tu fabriques est fit parfaitement aux besoins de ton client et prendre le temps de développer la solution qui fit parfaitement ton client avant de commencer à chercher des masses de clientèle. T'sais. Dans d'autres cas, tu n'as pas ce temps-là. Dans d'autres modèles d'affaires, tu n'as pas ce temps-là. Tu n'as pas le temps de perfectionner ta patente au point que ça va être un no-brainer pour tes clients potentiels ensuite de passer à l'action, d'acheter ton produit. Parce que pourquoi tu n'as pas le temps? C'est que tu as besoin de sous pour développer la baraque, tu as besoin de générer des revenus, tu as besoin de commencer à faire tourner la roue. Alors, tu as besoin d'un minimum viable product, tu as besoin d'une version minimaliste que tu vas mettre dans les mains le plus grand nombre de clients possible pour obtenir le plus rapidement possible du feedback, pour pouvoir améliorer, faire une deuxième itération, puis une troisième itération. Chose que tu as faite avec Alias Entrepreneur. C'est quelque chose que je fais avec Alias. Super le fun, que j'ai fait aussi avec La Tranchée. Exact. Alors, donc, je l'ai mis rapidement dans les mains des clients avec la conscience que je ne vais pas lancer ça dans le monde demain matin. T'sais, je l'ai lancé dans un marché que je suis capable de servir et de saisir pour avoir le maximum de feedback possible pour faire tourner les itérations de cette affaire-là. Et ma tête, ma vision, c'est qu'un de ces 4, je vais avoir dans mes mains un produit qui va être exportable, qui va toucher plus que le Québec, qui va toucher le Canada ou l'Amérique, ou qui va être une solution que je pourrais revendre à un Serge ou à un Olivier ou à quelqu'un d'autre en Alberta qui voudra partir à Alias Alberta, puis un autre en Californie, puis un autre en Nouvelle-Zélande. T'sais. Alors, ça pourrait être un modèle qui peut être réplicable. Donc, dans ma tête, j'ai cette volonté de répliquer la patente. Dans le concret, maintenant, aujourd'hui, je m'adresse à ce que je suis capable de toucher, adresser des clients chez nous, à côté de chez nous, qui parlent ma langue et qui sont accessibles, que je peux aller voir, que je peux questionner, que je peux écouter, je peux observer. Alors ça, c'est super important. Fait que mon premier axe, Customer Development. Deuxième axe, les employés, la culture, le développement de la culture organisationnelle. Il n'y a pas de grandes entreprises qui sont bâties sur un seul homme ou une seule femme. Ça se bâtit toujours avec un paquet de monde. Évidemment, il y a un porte-étendard, il y a une grande gueule, il y a quelqu'un qui va représenter l'image. Je pense à Steve Jobs, un exemple. Steve Jobs, qui était l'image de Apple, mais Steve Jobs, c'était pas tout seul Apple. Avec Steve, il y a des centaines d'ingénieurs, des centaines de créatifs, des centaines, voire des milliers de personnes intelligentes qui ont collaboré au succès de Apple. Tu sais, je pense à Steve Jobs à l'époque où on l'a connu, dans les dernières années, où il était flamboyant là, en termes de succès puis de présence planétaire avec l'innovation du iPod, du iPhone, du iPad. On a découvert John Ivey, qui était son designer. Après, quand il est parti, on a découvert Tim Cook, qui était son CEO, qui était son champion de l'exploitation et des opérations. Alors, ces gens-là ont continué
le développement d'Apple depuis que Steve est tombé, peut-être qu'on pourrait argumenter que l'innovation est partie avec Steve. Ça, c'est un autre débat et je suis de ceux qui croient ça aussi. Mais il reste qu'on a découvert que Steve n'était pas tout seul. Il y avait beaucoup de monde autour qui... Là, j'ai nommé 2 noms, mais il y en a probablement 200. Ouais. Donc, même affaire avec Bill Gates. On a parlé beaucoup de Bill Gates tout le long de sa carrière, mais Bill n'avait jamais été tout seul. Il a fait ça au départ avec Paul Allen. Après ça, il y a eu d'autres gens comment ça s'appelle? Steve Ballmer. Steve Ballmer. Ballmer, exact. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été très, très, très importants dans le succès de Microsoft, mais on attribue tout ça à un seul homme. Moi, ce que je dis, c'est que c'est jamais l'histoire d'une seule personne, c'est toujours l'histoire d'une équipe. Alors, la deuxième priorité, qui est tout aussi importante que la première en passant, c'est la gestion de la culture. Qu'est-ce que tu fais pour tes employés? Comment tu réponds à leurs besoins d'être humain dans ton organisation? Comment tu écoutes ces besoins-là? Les gens ne travaillent pas dans une organisation que pour la paye. En fait, dans la liste des motivations, c'est souvent le 4e ou le 5e. Mais évidemment, si la paye n'est pas bonne, ça va donner rapidement le premier. Fait qu'il faut que la paye ait un minimum acceptable. Mais après ça, les gens vont faire des sacrifices, même pour un peu moins de salaire, pour des meilleures conditions de travail, pour plus d'implication, plus de respect, plus d'autonomie, plus d'indépendance. T'sais. Alors, c'est pas vrai que c'est juste la paye. C'est pas vrai que je vais les payer 85 000 par année, puis ils vont peut-être être contents. Ben non, tu vas peut-être perdre ta business parce que justement, tu prends pas soin d'eux autres. Alors, la culture organisationnelle, prendre soin du cœur, de la tête, du corps et de l'âme de tes employés, 4 composantes. C'est les 4 composantes d'un corps, là, d'un être vivant. Là. Il y en a une 5e, mais je n'irai pas là. mais donc, la tête, tout ce qui est les connaissances, le cerveau, le cérébral, la raison, le cœur, les émotions et tout ça, le corps physique dans lequel tu vis. Tu vis dans un corps physique. Tu n'es pas ton bras, tu n'es pas tes jambes, tu n'es pas tes oreilles. Je te coupe les oreilles, les bras, les jambes, tu es encore Olivier Lambert. Plus d'oreilles, plus de bras, plus de jambes, mais tu es encore Olivier Lambert. Donc, tu n'es pas ton corps. Alors, une business, c'est un peu la même chose. Une business, c'est pas le corps des employés, mais il faut que tu t'occupes de cet aspect-là aussi, qui est le corps physique de ces gens-là. Alors, donc, le cœur, la tête, le corps physique et le corps spirituel, le why des gens. Pourquoi les gens travaillent chez toi? Pourquoi ils viennent chez toi? Pourquoi cette organisation-là existe? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont faire le travail de mission-vision en pensant que c'est un exercice de marketing. Moi, je pense que c'est un exercice fondamental de stratégie, mais de définition de ta place dans la macroéconomie. T'sais, pourquoi tu existes? C'est quoi ton rôle? Et ça devient drôlement important pour rassembler les gens après, parce que les gens ne travaillent pas dans une compagnie dont le rôle, c'est de faire le plus d'argent possible pour les actionnaires. Pas personne qui est motivé à faire ça. Mais les gens veulent rejoindre une organisation qui veut changer le monde. Une organisation qui veut aider les autres, une organisation qui veut améliorer la qualité de vie des gens, une organisation qui veut divertir la population, mettre plus de bonheur autour de soi, qui veut mieux nourrir. Tu comprends tout ce que je suis en train de raconter? Là? Ça peut être ta raison, toi, la tranchée, c'est pourquoi ça existe. Il y a une raison, il y a une motivation. Olivier Lambert crée la tranchée pour des motifs d'Olivier Lambert. Mais la tranchée, c'est une organisation vivante. Alors, pourquoi elle existe? Ça devient mobilisant pour ta gang. Et ça, tu as la responsabilité comme le créateur de ton organisation. Juste pour la gang, pour les clients également. C'est ça qui est. Oui, pour ça, d'ailleurs, que Apple, dans 2008, je pense qu'il y a eu le premier iPhone. Après ça, 2007. Bon, après ça, avant ça, tu as eu le iPod. Puis, l'idée, c'est Think Different avec tout leur slogan. Puis, c'est pour ça qu'il y a comme eu le petit mouvement hipster où les clients ont vu ce why-là, ce pourquoi-là d'innovation. Ils se sont identifiés à ça. C'est pour ça qu'ils ont joint cette cause-là. Même principe avec la tranchée, même principe avec Alliance Entrepreneur. Les gens qui joignent nos communautés le font à cause qu'ils croient au pourquoi. Exact. Et le comment, rendu là, devient flexible. Je ne suis pas une plateforme de formation en ligne. Nécessairement, peut-être que dans 5 ans, ça va être d'autres choses. Peut-être que dans 15 ans, ça va être d'autres choses. Pour l'instant, on a une communauté, on a des cours, on a des podcasts, on a plein d'autres affaires. Ça, c'est notre comment. Mais si jamais ça fait plus de sens, ce comment-là, bien, on n'est pas dans la merde. On va juste trouver un autre comment qui fait plus de sens dans un autre contexte. Fait que je pense que le fait de bâtir ton entreprise, ta culture entrepreneuriale sur ton pourquoi, te donne une flexibilité dans les opérations que tu n'aurais pas nécessairement si tu dis, ben nous, on fait un forum. Puis tu vois, ça devient relativement important. Simon Sinek, qui est un autre auteur, on parle de livres puis de bouquins, là, fait que tu vas avoir plein de références à mettre. Là. Simon Sinek qui a écrit beaucoup de bouquins sur le why, là, en anglais, le pourquoi des choses en affaires. Puis, tu sais, si on se pose des questions un petit peu plus génériques ou générales, je pourrais dire que c'est une question qu'on se pose depuis la nuit des temps. Là, tu sais. L'homme cherche à savoir pourquoi il existe, pourquoi on est sur la planète, pourquoi l'être humain existe, pourquoi il est différent des autres animaux, pourquoi, tu sais. Puis à ces réponses-là, on a trouvé le Yajurveda, on a trouvé la Bible, la Torah, c'est ça la Torah?
qui est le nom de... Je suis pas un grand théologien, malheureusement. mais donc, on a trouvé des réponses plutôt spirituelles à cette question de pourquoi on existe. Et puis moi, je pourrais aller plus loin en disant que si tu perds la raison pour laquelle tu existes, tu n'es pas bien loin du désespoir. Si tu ne sais plus pourquoi tu existes dans sa planète comme être humain, ça commence à devenir drôlement paniquant de te lever le matin puis pas savoir pourquoi tu existes. Après quoi tu cours. Ça devient même abrutissant que de courir après la vie, amasser de plus en plus d'argent. Je vais te prédire ce qui va se passer. Si tu ne sais pas pourquoi tu vis, ben, tu vas te ramasser à un moment donné à ta vie, à 40, 45, c'est autour de ces âges-là, souvent que ça arrive, où tu es fatigué, tu es épuisé, tu as couru les 25 dernières années de ta vie après les rêves que la société a mis dans ta tête, qui est avoir une belle maison, avoir un beau char, avoir une femme, un conjoint, des enfants en santé, à l'école, l'école pas publique, mon Dieu, hein, l'école privée en plus. Alors, tu sais, plein de rêves et plein d'objectifs que la société a mis pour toi, et tu arrives à 40, 45 ans, mi-parcours dans ta vie, en disant, moi, c'est quoi je veux dans la vie, t'sais? C'est moi, c'est pourquoi je vis, tu sais, moi, si je me rappelle vraiment, là, mon grand trip dans la vie, moi, c'était de faire du surf, mettons, tu sais, ou faire du skateboard, ou faire de la chanson. Puis aujourd'hui, ben, je chante toujours pas, je fais toujours pas de skate, je fais toujours pas de surf, je travaille comme un fou. J'ai une grosse cabane, 70 % de la cabane appartient à la banque parce qu'il y a une hypothèque dessus. J'ai un char, mais il est loué, puis je le change aux 3 ans, puis je peux pas garder un char plus que 3 ans, voyons. Fait que j'achète plus de char, je loue mon char, fait que donc j'ai pas de voiture, j'ai pas vraiment de maison, j'ai 30 % d'une maison. J'ai des voyages, mais j'ai des cartes de crédit loadées, j'ai une marge de crédit loadée. Alors, je travaille pour rembourser des dettes, donc de l'argent que j'ai dépensé avant d'avoir partout dans ma vie. Et je travaille comme un fou, j'ai pas de vie, j'ai plus de temps à m'amuser, tout ça. Pourquoi, en fait? C'est quoi ton but? Après quoi tu cours? T'sais? Et il y a des gens qui sont drôlement heureux avec 30 000 de salaire par année, eux autres. Ils ont du temps pour s'occuper des enfants, ils ont du temps pour faire du jardinage, ils ont même un petit jardin dans lequel ils font pousser les légumes. Ils ont choisi un mode de vie simple, différent du tien. Et pourtant, son capital bonheur est aussi élevé que le tien. Puis souvent, même, il est plus élevé que le tien parce qu'ils ont moins de stress, moins de responsabilité, moins d'engagement. Alors, ce que je veux juste dire, c'est il faut que tu trouves, toi, comme être humain, ton why, parce que, puis là, je ne veux pas m'en aller dans une grande discussion philosophique, là, parce que... Non, je trouve ça intéressant. C'est la première fois qu'on aborde une thématique comme ça sur le podcast. Okay. Je trouve ça parce que si tu n'as pas la raison pour laquelle toi, tu te bats le matin, tu vas voir, tu vas arriver à cet âge-là, 40-45, puis tu vas trouver que ta vie est absurde, puis tu vas frôler le désespoir. T'sais. Souvent, à ces moments-là de ta vie, on va rencontrer des gens, on va dire, ils sont vivants, mais ils sont déjà morts. En fait, ils sont vivants, mais ils sont éteints. Il n'y a comme plus de feu, il n'y a plus de lumière parce qu'ils font juste répéter la veille. Ils font juste répéter aujourd'hui ce qu'ils ont fait hier puis avant-hier. T'sais. Je me suis levé un matin, qu'est-ce que j'ai fait le matin? Bien, je prends mon petit café, je lis le journal. Après, je me brosse les dents, je m'habille. Là, je prends le métro, je m'en vais travailler. Puis là, au travail, bien, qu'est-ce que je fais? Bien, là, je cours. Puis là, c'est de plus en plus difficile de finir ma journée parce que tout le monde est submergé de courriels, puis d'appels, puis ça. Alors, j'arrive toujours en fin de journée avec 10, 15, 20 % de job pas fait encore. J'ai le sentiment d'avoir été incompétent ou incomplet dans ma journée. J'arrive le soir, bien là, je cours. Hein, fait que là, il faut que je cours pour arriver à la maison assez tôt pour m'occuper des enfants, faire les devoirs, régler les problèmes de la famille, m'occuper de ma blonde, écouter aussi le téléjournal à 10 heures, parce que c'est tellement important d'écouter les nouvelles aussi. Il faut que j'écoute les nouvelles, sinon j'ai l'air de quoi si j'ai pas écouté les nouvelles? Est-ce que tu écoutes les nouvelles? Je répondrai après. Après ça, tu sais, il faut que je lise, hein, parce que là, si je lis pas, mon Dieu, j'ai l'air d'un abruti, de pas lire un livre, pas lire, tu sais, il faut que je lise. Il faudrait que j'écoute aussi le podcast d'Olivier, il faudrait que j'écoute aussi le vidéocast de Beauchemin, tu sais. Alors, puis il faut que je m'entraîne, mon Dieu, j'ai oublié de m'entraîner là-dedans. Fait que là, rendu 11h30 le soir, puis là, ben, je suis en train de courir sur le tapis roulant parce qu'il faut. Je me recouche, je me relève le lendemain à 5h30, qu'est-ce qu'elle a ma journée? Elle recommence, la même affaire. Et là, elle fait ça 5 jours sur 7. Puis le samedi puis le dimanche, qui est pour se reposer, qu'est-ce que tu fais le samedi? Bien là, tu fais l'épicerie parce que t'as pas eu le temps de la faire la semaine, parce que tu courais partout. Tu fais le ménage parce que t'as pas eu le temps. Tu répares les patentes que t'as pas eu le temps de réparer dans la semaine, qui ont brisé parce que la vie est dynamique. Ça, c'est ton samedi. Et ton dimanche, bien là, tu vas voir la famille, tu vas voir les amis, tu fais aussi peut-être 2-3 activités avec la famille, les enfants. Fait que ça, là, c'est ce petit mode bonheur-là qui est le dimanche, devient ultra précieux parce que c'est le seul moment où tu es en vie. Le reste du temps, tu n'es pas en vie. Tu cours après des objectifs que tu te laissais rentrer dans ta vie parce que la société les a mis dans ta vie. Parce que la société a dit que la dernière caméra, c'est celle-là qu'il faut que tu ailles, pas celle que tu avais il y a 3 ans, puis bonne. Puis le iPhone que tu as cette année, ben, il faudrait que tu changes ça tous les années, iPhone. Tu peux pas garder ça 5 ans, voyons, non. Qu'est-ce que tu vas avoir l'air avec un téléphone de 5 ans? Tu comprends ce que je dis? Alors quand tu arrives à un moment donné dans ta vie à 40, 45 ans, t'es usé, là, ça fait 15 ans, tu cours, 20 ans, tu cours, puis tu te rends compte qu'il n'y a pas de place pour Olivier dans ta vie, bien là, le désespoir frappe.
Là, le désespoir frappe. Là, souvent, ben, il y a toutes sortes de... on appelle ça le middle age crisis, là, mais il y a toutes sortes d'affaires que, pour ton entourage, vont avoir l'air complètement déraisonnables, complètement fou, parce que tu te décroches, puis tu te raccroches à autre chose. Parce que ça n'avait pas de sens dans la narrative générale, mainstream, en fait, de décrocher. Pourquoi est-ce que tu décrocherais? Tu as une bonne job. Pourquoi est-ce que tu as une belle famille, tu as une belle maison? Qu'est-ce que tu fais de vouloir lancer l'envers? Pourquoi est-ce que tu chiales? Tu as tout qu'est-ce que tu devrais avoir pour être heureux. Exact. Selon les standards de la société. En fait, c'est ces standards-là qui t'ont fait courir toute ta vie après des rêves qui n'étaient pas vraiment les tiens. Parce que les tiens, c'était quoi? Puis c'est pour ça que je dis, moi, j'ai donné beaucoup de conférences à des jeunes puis à des adultes, puis c'est fascinant. Quand je donnais des conférences à des jeunes étudiants, mettons de secondaire, puis je leur demandais, c'est quoi ton grand rêve? Puis là, je disais, essaie de trouver un rêve là, pour lequel toi, tu as envie de te battre pour ta vie. C'est une raison pour laquelle toi, tu vas te lever tous les matins. Là. Puis là, je vois les jeunes avec les crayons qui sont là. On peut-tu en écrire juste un? Il faut juste en écrire un, monsieur, puis on peut pas en avoir plus qu'un. Puis... Donc, mes jeunes, eux autres, là, ils ont plein de rêves. Là. Eux autres, ils veulent être chanteurs, ils veulent avoir une maison, sur le bord de l'eau, ils veulent voyager, ils veulent faire du sport, ils veulent être chanteur, ils veulent être entrepreneur, bon, ils veulent être Olivier Lambert. Alors, ils ont un paquet de rêves. Ils vont s'en mettre sans limite. Les autres, ils partent. Mm-hmm. Quand je posais une question aux adultes de 40-45 ans, c'est quoi ton rêve à toi? À quoi tu rêves? Pourquoi tu te lèves tous les jours? Là? Puis là, tu les vois comme eux autres aussi, les yeux en l'air, mais pas pour la même raison. Eux autres, ils n'ont aucune réponse. Ils n'en ont pas. Ils n'ont plus de réponse. C'est vrai, ça? Ils ne savent plus pourquoi. C'est vrai? Ils ne savent plus pourquoi. Alors, quand je dis, ça peut paraître assez évident que quand tu perds le pourquoi d'un être humain, tu pourrais frôler le désespoir. Alors, fais la transposition de tout ça dans une entreprise maintenant. Comment une entreprise qui ne sait pas pourquoi elle existe peut être motivante pour ses composantes, peut espérer... C'est un beau pont que tu as fait là. Je ne m'attendais pas à ce retour à l'entrepreneuriat. Mais moi, l'entrepreneur, c'est humain. L'entrepreneuriat, c'est le modèle humain qui est sous-jacent, qui est en dessous de ça. Puis c'est pour ça que je dis les valeurs entrepreneuriales, pour qu'on mette dans nos entrepreneurs et leurs entreprises les bonnes valeurs, les valeurs qui nous unissent comme société, les valeurs qu'on est prêt à défendre. Moi, je suis prêt à me lever debout pour me défendre pour l'équité, pour la justice, pour le respect, pour l'authenticité, pour le vrai. C'est des choses qui m'habitent, tu sais. Je n'irai pas me battre, moi, pour l'argent. Je n'irai pas me battre pour faire plus d'argent au détriment de l'environnement, au détriment de la population. Je n'irai pas me battre pour faire plus de profit sans égard au partage des richesses. Tu comprends? Alors, ces valeurs-là, il faut en parler, il faut les défendre, mais il faut les mettre dans nos entreprises aussi. Quand tu fais de l'argent, chez nous, là, une de nos valeurs chez 3Soft, c'était profitabilité. Je me rappellerai toute ma vie quand j'ai mis mes 7 valeurs sur le mur de la salle de conférence, puis on avait créé un conseil d'administration quelques années plus tard. Pierre Ducrot, un homme assez respectable, je t'invite à faire tes recherches, le D de DMR. Pierre Ducrot, qui était un de nos administrateurs, rentre dans la salle de conférence, puis il voit le mot profitabilité. Il dit, c'est vos valeurs, ça? J'ai dit, ouais. Il dit, profitabilité, c'est bien la première fois que je vois la valeur profitabilité dans une entreprise. Il dit, c'est pas une valeur, ça? Bien, je dis, voyons, non, nous autres, ça en est une importante. Nous, notre entreprise, elle doit être profitable. Il faut qu'elle fasse des profits, cette entreprise-là. Il faut qu'elle fasse le juste profit. Je vais t'expliquer pourquoi, Pierre. Parce que c'est évident, tu penses la même chose que moi. Si ça ne fait pas d'argent et elle n'est pas profitable, l'entreprise, elle ne fera pas de croissance, elle ne pourra pas grandir, elle ne pourra pas grossir, elle ne pourra pas croître. Du coup, ces employés à l'intérieur de cette organisation-là ne pourront pas avoir des perspectives de croissance personnelle. Ils ne pourront pas aspirer à se réaliser ou à s'accomplir dans des sphères plus grandes avec de plus d'ampleur parce que l'entreprise a rétréci, elle ne grandit pas, il n'y a pas de job qui se crée, il n'y a pas de défi qui grandit. Alors, si elle ne fait pas de profit, cette entreprise-là, elle ne peut pas donc permettre aux composantes de s'épanouir, d'une part. Si elle ne fait pas de profit, elle ne peut pas donc partager non plus. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Fait que si on ne fait pas de profit, on ne pourra pas s'impliquer dans notre communauté comme organisation. On ne pourra pas donner des meilleures conditions de travail à nos employés parce qu'on ne fait pas assez d'argent, parce qu'on ne croit pas, parce qu'on ne grandit pas. On va peut-être même miner la qualité des services qu'on va faire à nos clients parce qu'en dehors de nous autres, ça continue à grandir. Le coût de la vie monte à toutes les années de 2 % l'inflation. Donc, si nous, on ne réussit pas à grandir et à suivre ça, année après année, on va donc régresser par comparaison au reste de l'écosystème qui continue à grandir. Donc, on va être considéré comme un mauvais payeur, on va être probablement un mauvais fournisseur, un mauvais client pour nos fournisseurs. Fait que tu vois, du coup, on est condamné, entre guillemets, à croître. Et dans notre cas, nous autres, on avait une vision qui était une vision d'entreprise profitable. Donc, il y a d'autres visions. Ça peut être une entreprise à but non lucratif, puis on en reparlera si tu veux. Mais nous, on avait une vision d'une entreprise profitable parce qu'on croit qu'une entreprise qui est capable de générer le juste profit, capable de s'impliquer et de faire une différence dans sa communauté, autant à l'intérieur, dans ses employés, autant ses clients, qu'autant dans l'écosystème ou l'environnement dans lequel il évolue. Alors, pour moi, ça, c'est des valeurs fondamentales. Un grand discours encore. Je suis désolé, j'arrête pas de parler.
Non, c'est parfait. Puis tu as touché un paquet de points vraiment intéressants. Écoute, je sais pas si je veux qu'on retourne là-dedans parce que on va être encore pendant un bon bout. On va être là pendant 2 heures. Mais en même temps, parce que toute la question du pourquoi, là, on a parlé de Simon Sinek, je vais inviter tout le monde qui n'a pas vu son TED Talk Start With Why à l'écouter. Très, très bon. Il est traduit dans toutes les langues. Fait que si jamais, Et lisez le livre aussi, super bon livre. Aussi. Et puis, tu as dit quelque chose qui est bon. Quand tu n'as pas ton pourquoi, on peut tomber on peut devenir désespéré, on peut devenir. Le désespoir. Le désespoir, c'est ça. Le désespoir, c'est je sais plus pourquoi je vis, je sais plus où je m'en vais. Mais en même temps, il y a une petite partie de moi quand tu as dit ça qui m'a comme. Ça m'a un petit peu irrité. C'est pas parce que je suis pas d'accord. Non, vas-y. Mais parce que j'ai l'impression que de pouvoir se demander qu'est-ce que je veux faire dans la vie, pourquoi est-ce que j'existe, j'ai l'impression que c'est un luxe. C'est un luxe. J'ai l'impression que c'est quelque chose que ça fait pas longtemps qu'on a le temps et qu'on a les ressources de se demander. De se poser cette question-là. De se poser cette question-là. Puis je trouve que c'est un peu prétentieux. Ouais. T'as vrai puis t'as tort. Vas-y. T'as raison parce que fondamentalement, il y a des questions plus importantes à se poser. Comment je vais manger en fin de semaine? Exact. Alors, c'est pas tout le monde qui va se dire c'est quoi ma mission dans la vie? C'est quoi ma mission dans la vie quand je crève de faim? Exact. Alors, c'est clair que ça prend un minimum pour être capable d'arriver à cette... Il y a des grands chercheurs sur les besoins humains dont tu connais évidemment le grand nom, le Maslow, qui est arrivé avec une pyramide, qui a expliqué ça avec des termes assez simples. Là. Donc, il y a des besoins fondamentaux et évidemment, c'est un luxe qu'on a. Mais c'est un luxe qu'on a partout en Amérique du Nord, du moins ici au Québec, pour à peu près toute la population. Tu sais, j'ai écouté un humoriste récemment qui faisait, je sais pas lequel, mais j'ai trouvé ça tellement drôle parce qu'il a tellement raison. Si tu veux mourir au Québec, là, il faut que tu travailles fort. Hein, tu sais. Parce que la société est organisée où tu peux pas mourir. Pense-y 2 secondes. Tu veux mourir de faim, t'arrêtes de manger. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tomber dans le coma, t'amènes à l'hôpital, puis force feed. Exactement ça que l'humoriste disait. Tu veux mourir de faim, tu y arriveras pas. Tu sais. Si tu veux vivre dans la rue, ben, tu mourras pas de faim. Tu n'auras peut-être pas un toit, mais regardons ça, tu vas avoir des abris quelque part. Tu as même des organisations sociales qui vont te créer des repas sociaux. Là, donc, je pense à... C'est dur de mourir, c'est bon. C'est dur de mourir dans notre État, dans notre système. On prend soin des premiers besoins de base. Donc, la bouffe et la sécurité, tu sais, c'est dur de se faire tirer dans la rue, là. C'est dur de se faire... Ça arrive, là. Je ne suis pas en train de minimiser ça. Mais ce que je veux dire, c'est pas simple. Il n'y en meurt pas tous les jours, là, du monde à coups de batte de baseball puis à coups de balle En même temps, c'est pas tout le monde qui essaie de mourir non plus. Là. Non, mais ce que je veux juste te dire, c'est on n'essaie pas de mourir. Donc, si les besoins de base ont déjà été organisés par notre société, manger, se protéger, puis avoir un toit, c'est relativement accessible pour à peu près la grande majorité du monde. Je fais pas les cas d'exception, parce qu'il y en a des cas d'exception, mais c'est pas de ça que je m'adresse. Pour ça qu'on appelle ça l'exception. Exact. Donc techniquement, on a répondu à ces besoins-là. Donc, on est rendu au niveau supérieur dans la pyramide de Maslow, qui est justement, je veux être aimé, je veux aimer être aimé, je veux m'accomplir, je veux me sentir reconnu, ou du moins jouer un rôle dans l'organisation sociale ou dans mon environnement. Alors, ces besoins-là sont des besoins de plus haut dans la pyramide que je pense que notre société a permis à ses membres de se poser comme question. Mais tu as raison, dans certaines parties du monde, on n'a pas ce luxe-là. Dans certaines parties du monde, on se demande comment on va passer la journée. Parce que si je sors dehors, je vais peut-être me faire tirer. Si mes enfants vont jouer dans la rue, ils vont peut-être savoir une bombe, un bout de mais en même temps, oui et non, parce que quand tu es dans tout le style de vie que tu as mentionné tantôt, que tu cours tout le temps, il faut que tu payes ton hypothèque, il faut que tu payes ton char, il faut que tu payes tout le package. On est tout le temps en mode survie, un peu, parce qu'on notre lifestyle... Ouais, mais c'est pas une illusion, tu penses, Olivier? Oui, c'en est une. C'en est une, définitivement, je suis d'accord. Je vais poser une question bien simple. Là, je regarde où tu habites, là, tu sais. T'as-tu toujours habité là-dedans? Non. T'as-tu déjà habité dans des lieux plus modestes? Définitivement. Okay. Mais en même temps, à Trois-Rivières, le loyer coûte pas cher. OK. Mais quand tu habitais dans des milieux plus modestes, si je te mets sur une échelle de bonheur, ton capital bonheur, quand c'était plus petit, plus modeste tes affaires, moins d'argent, moins de succès, moins de richesse, moins d'abondance, ton capital bonheur était-tu plus petit que le capital bonheur aujourd'hui? Ce que je te dirais, c'est que plus que tu as de facilité, puis plus que tu as le luxe de te demander pourquoi est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais, plus que tu as une espèce de vide à cause que tu n'es pas en train de courir. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je travaillais, dans le temps chez Voyage Rabais, je travaillais
je faisais 1 heure de consultation le matin, je travaillais toute la journée, puis après ça, je faisais des clients le soir. J'étais tout le temps en train de travailler, j'avais pas le temps de me poser des questions. Puis là, avec la tranchée, on s'est bâti justement un modèle d'affaires où on a beaucoup plus de temps libre. Je travaille beaucoup moins que ce que je travaillais avant. Puis j'ai le temps de me poser des questions, puis j'ai le temps d'être dans le désespoir un peu, si on veut. Fait que non, je pense même que mon capital bonheur était peut-être même plus haut parce que j'avais pas le temps de me poser des questions fondamentales que j'ai aujourd'hui. Mais tu vois, ça, c'est un autre aspect du débat, là. Puis j'ai pas toujours répondu à ta question tantôt. Tu sais, c'est quoi les 3 conseils que tu donnes aux entreprises? Oui, il y avait les employés. Le customer development, les employés, puis il manque un troisième. Il manque un troisième. OK, on va finir à ça. OK, on va rapper. On va rapper sur le bonheur. Puis, OK, cool. Tu sais, on disait que le capital bonheur n'est pas tout à fait... Tu vois, on est capable de, si on réfléchit un peu, là, de voir que le capital bonheur n'est pas nécessairement associé au confort, au matériel. Il est associé plutôt à quoi, en fait? À quoi ton capital bonheur était associé? Puis essaie de te poser la question, qu'est-ce qui fait que tu étais plus heureux ou aussi heureux then qu'aujourd'hui? Et il y a des études, il y en a une existe, tu la chercheras sur Internet, tu la mettras en référence aussi, une recherche sur le bonheur, puis je t'enverrai le lien, c'est un TED Talk aussi, d'un type qui fait une recherche, qui parle d'une recherche qui a été faite sur 75 ans. C'est la plus longue recherche qui a été faite dans l'humanité sur le bonheur et sur la psychologie positive, OK? C'est de là que ça sort, là, cette affaire-là. Là. Alors, tu trouveras ce TED Talk-là, c'est merveilleux. Et ce qui est révélateur là-dedans, c'est que le bonheur dépend d'un facteur assez simple qui est la qualité de tes relations avec les autres. Alors, tu sais, moi, je viens d'un milieu très pauvre, j'ai une vie compliquée, là, tu l'as déjà entendu. Là, j'ai une vie compliquée, une jeunesse compliquée, tout ça. Mais j'ai eu une qualité de relation humaine qui m'a accompagné toute ma vie, qui fait que mon capital bonheur n'a jamais été vraiment affecté. J'ai tout le temps été fondamentalement heureux, moi. J'ai pas été malheureux, tu sais. J'ai eu des épreuves, j'ai eu des défis, j'ai eu des hauts, des bas, j'ai pleuré ma vie, j'ai voulu me tirer en bas d'un pont. En fait, j'ai voulu foncer dans un pont. Alors, j'ai eu des épreuves, je suis pas en train de dire que j'ai pas souffert, là. Mais le capital bonheur, ça se mesure pas une journée, ça se mesure dans le temps, tu sais. Puis il va y avoir une oscillation comme ça, là. Mais ultimement, il est à peu près toujours épais, à peu près la même épaisseur, tu sais. Alors, quand est-ce qu'il est bas ton capital bonheur? C'est quand tu es tout seul, quand tu n'es pas aimé, quand tu n'as plus d'amis, quand tu n'as plus de relations, peu importe le nombre de cash que tu as, peu importe le confort, quand tu es tout seul sur ton coin de rue, puis il n'y a plus personne qui te parle et tout ça, je te jure que le capital bonheur de cette personne-là n'est pas équivalent au tien, tu sais. Moi, je dis toujours, on a le même kit, la même quête, puis on vient du même coin, hein, tu sais. Le kit quête coin, là, tu sais. Kit, c'est le même body, 2 yeux, 2 jambes, 2 oreilles, la même affaire que toi, tu sais. Fait que pourquoi lui, il est sur le bord de la rue? C'est parce qu'il n'a pas fait les mêmes choix que toi. Donc, tu sais, qui retrouve sa quête à lui, qui est la bonne quête, la quête qui va lui permettre d'augmenter ses conditions de vie, sa qualité de vie, tout ça. Il a les moyens, la capacité de le faire, puis on a un système qui le permet. Hein? Puis on vient du même coin. On a donc bénéficié du même environnement social, du même environnement climatique, ultimement. Alors, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui se ramassent dans des conditions de même, à moins, ultimement, d'être dans un cercle vicieux duquel on ne sort pas parce qu'on n'en prend pas conscience. Ceci étant dit, je reviens à la première question fondamentale qui nous a permis de partir sur une dérape complète. OK, donc les 3 conseils que je donnerais à un petit entrepreneur comme un grand, parce que j'ai dit que ce serait à peu près les mêmes conseils, mais qui varieraient en fonction du contexte. Customer development, la priorité, particulièrement en démarrage. T'occuper de créer une culture organisationnelle basée sur le pourquoi et basée sur l'humain. OK? Donc, prendre soin de la tête, du corps physique, du corps émotionnel et du corps spirituel de ton organisation. OK? Donc, un peu ce qu'on vient de jaser pendant les 20 dernières minutes, là, du corps spirituel particulièrement. Donc, le pourquoi, c'est le corps spirituel. Le corps émotionnel, c'est le fun, c'est l'amour, c'est les câlins, c'est le plaisir. Ça, c'est le corps émotionnel. Le corps intellectuel ou cérébral, c'est ton cerveau, tes connaissances et tout ça. Puis évidemment, le corps physique, tu l'as compris, c'est la santé, l'alimentation et le sport. OK? Donc, prendre soin de ces 4 éléments-là dans ton organisation. Et le dernier, tu ne seras pas étonné d'apprendre que c'est prendre soin du client. Cash. Cash? Ouais, Okay. j'ai dit santé client. financière. OK. Client, employé, cash. Donc, il faut que tu prennes soin de ta santé financière. Et ça c'est toute une faiblesse que les entrepreneurs ont. Hein? Parce que je peux pas te dire le nombre d'entrepreneurs que je rencontre, de wannabe entrepreneurs, donc en démarrage ou avec l'intention de démarrer, qui vont me dire, moi, les chiffres, je suis pas bon là-dedans, je veux rien savoir des chiffres. Anyway, le business, c'est pas l'argent qui compte, c'est la passion, puis erreur.
Erreur fondamentale. On n'aime tous pas les chiffres, mais il faut qu'on le fasse pareil. Il faut être bon pareil dedans. T'as pas le choix. Il faut comprendre ces chiffres, il faut comprendre les chiffres, il faut comprendre les profits, la notion de profit, la notion de bénéfice. Tu sais, je disais tantôt, une OBNL, ça n'existe pas pour faire de l'argent. Ben non, mais regardons ça, ça doit gérer les dépenses et les revenus, puis s'assurer que les dépenses et les revenus sont égales. Donc, si t'es pas bon dans les chiffres, ben, tu vas peut-être perdre de l'argent tous les années, puis tu dis, c'est pas grave, moi, je suis une OBNL, je suis pas là pour faire de l'argent. T'es pas là pour faire des pertes non plus, le grand. Ah, t'es pas là pour faire des profits, mais c'est ça qui est drôle avec les OBNL, c'est que t'es obligé de dépenser ton argent. Ben, tu es obligé, ultimement, d'aller chercher... Si t'en as trop, là. Ah oui, c'est ça. Tu es obligé, t'as un devoir d'exister. Tu vois, l'OBNL, c'est bon parce que l'OBNL, c'est assez simple. Eux autres, le pourquoi, c'est fondamental. L'OBNL, c'est pas faire des profits, c'est donc faire d'autres choses. Hein? Alors, une OBNL, ça existe pour aider les jeunes dans la rue, ça existe pour aider les femmes battues, pour aider les enfants à augmenter leur niveau de compétence en mathématiques. Là, c'est-tu, moi, tu sais. Il y en a tant que t'en veux, les OBNL. Mais pourtant, les OBNL, parce qu'on a enlevé le profit de l'équation, eux autres, ils ont fondamentalement besoin de se trouver une raison d'exister, tu sais. Mais dès que tu rajoutes la notion de profit, on dirait que tu n'as pas besoin de raison d'exister. Je reviens à ma philosophie tantôt, là, tu comprends? Tu suis peut-être très bien mon... Mais dès qu'on dit que l'entreprise a le droit de faire de l'argent, puis elle peut faire de l'argent, c'est comme si la raison d'exister est complètement escamotée. On n'a plus besoin de la définir, elle n'a plus besoin d'être aussi importante parce que la mission, c'est de faire de l'argent. Ben non, la mission, c'est pas faire de l'argent, c'est le résultat, ça. Ouais. Toi, tu as décidé que tu vas faire plus de revenus que de dépenses, puis les surplus, ben, comme actionnaire, propriétaire, tu décides de les mettre dans tes poches, de les laisser dans le business pour le faire grandir, d'en laisser une partie dans le business, d'en mettre une partie dans tes poches, d'en mettre une partie dans le business, d'en mettre une partie dans les poches de tes employés, d'en mettre dans tes poches, puis en mettre dans la société, tu comprends? Mais le bénéfice, donc le surplus, c'est l'actionnaire qui décide ce qu'il va faire avec. Tu comprends? C'est l'actionnaire aussi qui va dire à l'entreprise combien on va en générer de ces profits-là. Est-ce qu'on va en générer gros de même, ou gros comme ça, ou gros comme ça? Ça aussi, c'est une prérogative de l'entrepreneur. C'est pas une prérogative nécessairement du marché. Tu peux être dans un marché où toi, tu as décidé que tu vas être le moins payant de la gang, puis tu vas faire juste assez de profit pour payer ton équipe comme du monde, puis le reste, tu le donnes à un œuvre de charité. Ça peut être ton droit. Tu sais. Puis là, ben, tu pourrais couper tous les prix dans le marché parce que toi, c'est comme ça que tu as décidé que tu faisais de la business dans ce domaine-là. Tu sais. Je déconne, là, mais je voulais juste dire, c'est important pour un entrepreneur, ces chiffres, de comprendre que les revenus et les dépenses, c'est deux postes différents, que ces postes-là génèrent des cash flows, que les cash flows, il faut que tu les comprennes, faut que tu te demandes si tu en as assez pour passer l'année, tu vas-tu en avoir besoin pour le reste de l'année, combien tu vas en avoir besoin. Faut que tu sois capable de te poser ces questions-là. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton cash? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes profits? Combien tu vas en réinvestir? Combien tu vas en garder? Combien tu vas en donner en dividendes? Faut que tu te poses ces questions-là. Faut que tu saches c'est quoi la différence entre un profit et un dividende, hein? Un revenu, un gain en capital. Faut que tu comprennes ces affaires-là. C'est un vocabulaire qu'il faut que tu maîtrises. Tu n'as pas besoin d'être un maître en fiscalité, mais il faut au moins que tu sois capable de comprendre les 4, 5, 6 mots que je viens de te sortir. Il faut que tu sois capable de faire la différence entre un bilan et un état des résultats. Il faut que tu sois capable de faire la différence entre un poste de bilan et un poste de dépenses. C'est pas la même chose, c'est pas la même nature. Fait que je te dis pas qu'il faut que tu deviennes comptable, là. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est que pour être capable de gérer une business adéquatement, il faut que tu maîtrises la partie financière. Donc, employé, Customer Development, client, donc Customer Development, employé, culture organisationnelle, les 4 corps, et le cash. Le cash, pas compliqué, 3 rapports, bilan, état de résultats, flux de trésorerie. Si tu es capable de comprendre ces 3 patentes-là, avec tout le vocabulaire qui va autour de ça, tu es en affaire. Je pense qu'un des éléments qui fait en sorte que les gens vont être réticents au niveau de tout ce qui est d'apprendre à gérer ses finances, etc., au niveau de ton entreprise, c'est souvent, les gens vont dire « Ah, moi, je suis pas une personne de chiffres ». Au même type que les gens vont dire « Ah, moi, je suis pas une personne de technologie ». Fait que aussitôt que ça, c'est une question d'ajouter un gogos sur ton site web. C'est pas un peu niaiseux, tu penses? Moi, je suis pas une personne de tech, fait que je vais pas apprendre tout ce qui est en lien avec ça parce que ça fait partie de mon identité de pas être une personne de chiffres. Je suis pas une personne de stats. Personne n'est une personne de stats. La tête est pas faite pour comprendre ça. C'est normal que tu sois confus. C'est ça qui est le fun là-dedans. Puis Nicolas Duvernois, il avait fini son podcast en disant quelque chose qui était intéressant, qui était la qualité principale de n'importe quel individu, principalement chez les entrepreneurs, c'est la curiosité. C'est le fait de dire, moi, je suis pas une personne de chiffres, mais ça m'intéresse. Et je suis probablement la pire personne parce que je déteste absolument tout ce qui est fiscalité, comptabilité. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui travaille au gouvernement et qui m'a botté dans le cul pour me dire non, Olivier, c'est important. Fait que je l'ai quand même appris. Puis j'insiste pour tout comprendre. Fait que moi, mon comptable, je l'ai payé, mais j'ai dit, il faut que tu m'expliques qu'est-ce que tu fais. Même principe pour quand j'ai fait ma structure d'entreprise. C'est moi qui ai monté tous mes systèmes de comptabilité à l'interne. Je pense que c'est important pour l'entrepreneur
d'avoir une curiosité de comprendre, autant que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau du marketing, au niveau des ventes, relations avec les clients, d'avoir un intérêt envers toutes ces... Écoute-toi parler, puis sphères-là. imagine, c'est pour ça que c'est important ce que tu viens de dire là. C'est la curiosité, puis dire, regarde, il faut qu'il y ait un intérêt pour les ventes, pour le marketing, pour les ressources humaines, pour l'administration, pour les opérations. C'est pour ça que c'est compliqué d'avoir du succès en affaires. C'est pour ça que les gens disent, ah oui, ça prend juste une bonne idée de partir en affaires parce qu'on on banalise l'ensemble d'opérations du succès d'une organisation. Je veux dire, on banalise le fait que c'est pas le travail d'un seul homme. On voit souvent des gros égos qui... Le succès, c'est eux autres. Ils ont inventé la NEC plus ultra. Ils ont mis ça en marché tout seuls. Puis ils ont du succès, c'est incroyable. Ils sont incapables de te nommer les employés quand tu les vois. Ils donnent pas de crédit aux autres. C'est tous eux autres, tu sais. Mais eux autres, ils banalisent, je trouve, le succès en affaires. Parce que c'est jamais eux autres. C'est jamais juste lui ou elle. C'est tout le temps un paquet de monde, tu sais. Puis il est pas bon dans les chiffres, bien, il y a quelqu'un de ses partenaires qui est proche, qui lui connaît les chiffres, ou elle connaît les chiffres. C'est elle qui s'occupait de tout cet aspect-là de la baraque, tu sais. Alors, c'est pas vrai que tu réussis à rebâtir des grosses business en disant, moi, les chiffres, tu connais rien là-dedans. Ça veut dire que si tu connais rien là-dedans, sois partner avec quelqu'un qui connaît ça. Sois partner avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin de tout connaître. Tu n'as pas besoin de connaître le marketing puis être le champion du marketing pour avoir une business. Mais si tu pars et tu es tout seul au début, tu as besoin de connaître un minimum. Hein? Tu as besoin d'un minimum de marketing parce qu'il faut que tu te mettes en vente. Tu as besoin d'un minimum de compréhension légale parce qu'il va falloir que tu t'incorpores ou tu signes une coupe de papier au gouvernement. Il va falloir que tu fasses ta propre comptabilité ou tes remises de TPS, TVQ. Il y a un minimum, tu sais. Bien, ce minimum-là, en comptabilité, un minimum dans les RH, un minimum dans le marketing, un minimum dans les opérations, un minimum dans la vente. Ça fait qu'il y a un paquet de minimums à apprendre un peu partout là-dedans. Fait que c'est sûr que tu peux pas être le champion dans tout ça. Non. Mais si tu n'es pas capable d'admettre qu'il faut que tu sois un minimum, donc curieux, pour aller chercher le minimum dans chacune des sphères-là, tu ne seras jamais capable d'être un entrepreneur qui va passer à la prochaine étape. Tu vas être l'entrepreneur qui rêve d'être en affaires, qui struggle, puis un an, deux plus tard, il arrête, c'est trop compliqué, il y a trop d'affaires à maîtriser, et je débarque. Et moi, je pense qu'on banalise trop le métier d'entrepreneur. On banalise ça en disant, ça te prend une bonne idée, 2-3 personnes, 2-3 amis autour de toi, une bonne idée, puis boum, tu vas devenir millionnaire, tu sais. J'en connais pas, moi. Il y en a tous les semaines des gens qui gagnent à la loterie. Donc, tous les semaines, il y a des gens qui deviennent millionnaires. Mais on ne modélise pas la loterie. T'sais. Le modèle de la loterie est simple. Achète-toi étiquette. T'sais. Ouais. Fait qu'on le modèle entrepreneurial est plus complexe que les 2, 3, 4 succès qu'on voit. Justement, qu'est-ce que tu as dit? Il faut bien s'entourer. Ça, c'est un conseil qui est justement très, très pertinent quand tu as une grosse équipe, que tu as un produit que tu vends déjà. Conseil qui n'est pas nécessairement bon, justement, pour la personne qui est en start-up. Oui, c'est important qu'elle s'entoure, qu'elle aille se chercher des amis. Mais tu es tout seul, tu n'as pas d'argent pour payer les autres. Fait que souvent, qu'est-ce que les gens vont faire? C'est qu'ils vont s'endetter pour être capables d'aller chercher les services de professionnels qui n'ont pas les moyens de se permettre. Ah ouais. Et ils ne veulent pas apprendre, justement, parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? C'est un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, pas de musicien. Il n'y a pas besoin de... Mais c'est ça, tu n'as pas de musicien. Il faut que tu fasses tous les instruments toi-même au début. Ouais. Fait que... non, mais je trouvais ça intéressant qu'on revienne là-dessus. Fait que pour récapituler... Oui, parce qu'en passant, je suis sûr que s'il y a des gens qui réécoutent ce que je dis puis essaient d'analyser ce que j'ai raconté, je tire ici, je m'en vais là, je m'en vais ici, je m'en vais là, mon cerveau est... Est-ce que tu as un trouble d'attention? Un petit peu. Oui, fait que la couverte et Amazing Blankets, est-ce que ça t'aide à te calmer, bien écouter tes émissions ce soir? J'écoute pas beaucoup d'émissions. Justement, tu n'écoutes pas les nouvelles. Pas tellement, non. Comment ça? Je trouve ça trop négatif. Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve ça trop négatif. Pour moi, j'étais un gars très, très sensible. Fait que, tu sais, écouter la nouvelle tous les soirs, puis voir comment ça va pas bien dans le monde, voir comment ça va pas bien. Puis c'est tout le temps la même affaire. Tu sais, j'ai écouté les nouvelles dans ma vie, là, on s'entend. Là, je les écoute aussi à l'occasion. Là. Mais c'est tout le temps une répétition de qu'est-ce qui va pas bien, du sensationnalisme qui attire les codes d'écoute, qui attire les gens. Ce qui attire les codes d'écoute, c'est ce qui va pas bien, c'est les drames, c'est les catastrophes nucléaires, environnementales, politiques, partout. On voit pas assez de ce qui va bien. Puis moi, j'aime mieux me nourrir de ce qui va bien, puis de me nourrir de bonheur, puis de plaisir. Puis peut-être que je joue à l'autruche, puis que peut-être que je suis pas au courant de qui a tué qui hier dans l'après-midi à Montréal, au coin de rue, telle autre rue, ou que l'enfant qui a été violé, ou que la femme qui a été abandonnée dans un lac. C'est tous des malheurs qui m'entourent, pour lesquels je suis pas vraiment au courant, je ne m'informe pas sur ces situations-là. Life goes on. Il y a Tim Ferriss qui parlait dans ce temps-là, dans le temps de 4-Hour Work Week, donc 2008 à peu près, de la diète d'information. C'est-à-dire que tu as comme une espèce
tu as un ensemble d'attention que tu peux donner à certaines choses. Et les nouvelles, justement, tout ce que tu peux pas agir dessus, mais ça ne sert à rien de donner de l'attention là-dessus. Ensuite de ça, j'ai lu un livre qui était de Willpower Instinct de Kelly McGonigal, vraiment passionnant. C'est le premier que j'ai pas vu. Ça parle de la motivation. Qu'est-ce qui te motive? Les différents types de willpower qui existent. Et il y avait justement un chapitre qui était très intéressant sur les nouvelles. Le fait que ça trigger tout le temps la dopamine, le fear response, etc. Et ça disait, quand tu n'écoutes pas les nouvelles, quand tu écoutes tout le temps les nouvelles, tu deviens désensibilisé d'une certaine façon à tout ce qui se passe, etc. Et je trouve que lui plus elle plus Tim Ferriss vient directement en contradiction avec ce que nous autres on voyait à l'université, qui était faux que tu écoutes tout le temps les nouvelles. On était obligé d'écouter les nouvelles, de lire les journaux, de faire des rapports là-dessus. Ce que je fais, etc. Je n'écoute pas les nouvelles, mais je lis. Ouais. Au moins, quand tu lis, tu peux sélectionner qu'est-ce que tu veux lire. Ça va beaucoup mieux. La différence entre écouter le téléjournal ou n'importe quel journal télévisé, tu n'as pas le choix. Il y a une séquence de nouvelles. Tu es obligé de tout t'étaper pour écouter ou lire ce qui t'intéresse vraiment. Journal, moi, je fais... Il se vite un journal, là, tu sais. Ouais, tu checkes ce qui toutes ces affaires-là qui ne me tentent pas, je passe, swing. Tout à coup, j'arrête, section affaires, j'ai les nouvelles d'affaires, je continue. La bonne nouvelle ou la nouvelle scientifique ou le truc qui est sorti ici, ça m'intéresse. Alors, mon attention va aller sur des éléments que je choisis, moi, qui me nourrissent, qui me font évoluer, qui me font apprendre des trucs. Mais je lis pas des rames de Jean-Jacques, là. Parce que où ce que je voulais en venir avec ça, c'est que la semaine passée, j'avais été souper chez mes parents, puis la télévision est tout le temps ouverte. Et puis, j'ai été surpris de voir à quel point ça m'affectait d'entendre justement toutes les choses négatives. Il y a eu un triple meurtre récemment à Trois-Rivières, puis c'est vraiment venu me chercher comme... Puis là, j'étais comme, arrête la TV, enlève-moi ça tout de suite, mets le Sonos, mets de la musique, quelque chose d'autre. Puis je pense que ça serait peut-être une expérience à proposer à tous les gens qui écoutent présentement de faire une diète d'information, de complètement arrêter de regarder pas ça. Une diète d'information, mais c'est un bon point. Une diète, c'est pas se priver. Une diète, tu te prives pas, mais tu choisis, mais en fait. Tu choisis ce que tu consommes. Tu choisis ce que tu consommes comme nouvelle aussi. Alors. On a une section nouvelles sur la tranchée où on partage les nouvelles qu'on trouve pertinentes. Ça serait intéressant d'aller au bon moment. mettre ça en bookmark sur votre navigateur. Mais c'est clair. Fais attention à ce que tu manges. On dit souvent tu deviens ce que tu manges. Mais c'est la même affaire aussi intellectuellement. Si tu es tout le temps en train de consommer du sensationnalisme américain, là, du bang-bang papa, puis qui tu es qui, puis qui a couché avec qui, tu t'intéresses qu'à ça, tout ton centre d'attention va être là-dessus. Je faisais un exercice bien niaiseux que je t'invite à faire. Tu as déjà vu certains, là, mais je t'apprendrai rien, mais je vais le faire pour ceux qui ne l'ont jamais vu nulle part. Okay? Je vais te poser une question. Regarde dans la pièce pendant quelques instants, puis je vais te demander de noter dans ta tête, parce que je vais te poser la question après, là, de noter dans ta tête tout ce que tu vois de rouge. OK? Je te donne 10 secondes. OK. Sounds good. OK, c'est good? OK. OK. Nomme-moi, qu'est-ce que tu as vu de vert? T'as pas le droit de regarder. Je n'ai pas de verre dans ma pièce. Ah non, c'est pas vrai. Sur le mur, là, j'ai une pub. Tu l'as vu ou tu t'en rappelles? C'est une bonne question. Je pense que je m'en rappelle. OK, nomme-moi ce qui est bleu dans ta pièce. Regarde pas ailleurs. OK, encore même principe. Mais le pire, c'est que quand j'ai regardé, j'ai fait exprès pour essayer de spotter tout ce qui était les différentes couleurs, parce que je savais que c'était le follower. Mais tu vois, c'est exactement ça que je dis. Quand tu écoutes les nouvelles ou quand tu choisis toujours de consommer exactement le même point de vue, tu vois rien d'autre. Exact. Tu vois que ça. Alors, si tu choisis de consommer des choses qui t'alimentent, des choses qui stimulent ta créativité... Tu vois juste ça, après. C'est des choses qui vont... Le reste, tu le verras pas. Tu vas mettre ton attention sur... C'est toi qui choisis sur quoi tu mets ton attention. Tu n'es pas une victime de ce qu'on te raconte. C'est toi qui choisis de lire un livre. C'est toi qui choisis d'écouter un film. C'est toi qui choisis d'écouter une émission de radio, un podcast. C'est des choix que tu fais. T'sais. C'est toi qui choisis le poste de radio. Alors, choisis des éléments pour nourrir ton esprit avec des pensées positives, avec des idées créatives, avec des idées de grandeur, si tu veux t'épanouir, des idées d'ambition, si tu veux... Domination mondiale. De domination mondiale, je trouve ça très drôle. Mais parce que je sais très bien que domination mondiale, pour toi, c'est de prendre la tête d'un marché ou d'un segment de l'économie. Tu veux pas... J'ai un Kim Jong-un, là. Fait que... Who knows? Tu commences à être sceptique un peu. Tu vas sortir un peu perturbé. Olivier, je pensais pas qu'il était comme ça. En fait, je t'ai vu. Tu sais que... tu sais, on peut témoigner que tu as essayé plus qu'une fois de m'avoir ici comme Oui, je suis un gars assez persistant. Ça fait un certain temps. Et moi, ça m'a pris un petit peu de temps avant de venir. Et je vais te dire pourquoi ça m'a pris un peu de temps. C'est que quand on est devenu une personne publique comme les Dragons, les
personnalité publique ou une personne publique, je ne sais pas comment je devrais me définir, mais on est très, très sollicité. Très sollicité par, évidemment, plein de gens qui ont besoin d'aide, plein de gens qui veulent ton argent, plein de gens qui veulent que tu investisses, et plein de gens aussi qui veulent inconsciemment profiter de ta notoriété pour construire la leur. Hein? Donc, ils disent, je vais inviter des 3, 4, 5, 6 vedettes. Moi, je ne suis pas connu, mais ces vedettes-là, ils sont connus. Ils vont venir dans mon bureau. Ils vont attirer donc l'attention parce qu'ils sont connus. Puis du coup, je vais devenir connu moi aussi. Donc, ils piquent une partie de la crédibilité de ces gens-là pour construire la leur. C'est une technique là, utilisée par les Américains, par plein de monde. Puis j'ai aucun problème avec ça. C'est une très bonne technique. Moi, je n'ai pas nécessairement envie de participer à ça parce que je n'ai pas le temps. Si j'avais du temps, j'irais me donner ma face à gauche pas à droite. Là. Mais j'ai tellement d'autres projets à gauche pas à droite que ce temps-là, je n'ai pas tant que ça. Mais pourquoi j'ai accepté d'être ici aujourd'hui? C'est parce qu'il y a trop de gens qui me demandent, mais qui m'offrent rien. Trop de gens qui demandent sans offrir. Et dans la vie, moi, je crois qu'il faut d'abord donner avant de recevoir. Il faut d'abord se demander comment je peux aider les autres avant de demander aux autres comment ils peuvent m'aider. Alors, les gens qui m'approchent et qui me demandent juste « J'ai besoin de toi, viens donc m'aider, prends donc une demi-heure de ton temps, que j'ai aucune espèce d'idée comment il est occupé ou pas, là, mais prends une demi-heure de ton temps, Serge, viens t'asseoir, j'ai besoin d'aide. » Mais ils ne se sont jamais posé la question « Qu'est-ce que Serge Beauchemin pourrait lui avoir besoin d'aide? » Qu'est-ce que moi je pourrais faire à Serge sans rien demander? Tu comprends? Et toi, tu es venu dans une réunion, quand je t'ai appelé, je t'ai invité à une réunion d'Alias. Tu as accepté de venir dans une réunion d'Alias pour donner un coup de main à mes gens en expertise marketing sur le web. Et ça, tu ne m'as pas demandé de venir en retour faire un podcast, tu ne m'as pas demandé d'argent, tu ne m'as rien demandé, tu m'as juste dit « Oui, je vais être là, ça va me faire plaisir d'aller aider les gens. » Je ne t'ai pas demandé ça pour bâtir ma notoriété sur la tienne, je n'ai déjà une notoriété. Ouais. Je t'ai demandé ça pour venir aider d'autres entrepreneurs qui ne comprennent pas grand-chose dans le marketing web et sans frais, spontanément, tu as dit « Oui, je vais être là. » Alors, te donner, ça me fait plaisir de te redonner. Tu comprends? Et ça, c'est une leçon qu'on devrait répéter souvent. D'abord, se demander ce qu'on peut faire pour les autres avant de demander ce que les autres peuvent faire pour moi. On vit dans une société où on est tellement individualiste, où on parle tellement du succès de l'individu, de son accomplissement, de sa réalisation de ses rêves et tout ça, qu'on oublie de se poser la question, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Comment je peux impacter ce qui se passe autour de moi? Puis ça, c'est fondamental parce qu'à la fin de ta vie, Olivier, quand tu vas être sur ton lit de mort, en train de mourir, là, tu vas vivre tes derniers instants, là, tu vas regarder ta vie passée, à quoi tu vas vouloir te raccrocher de ta vie passée? Pas la taille de ton compte de banque, c'est sûr. Même si tu as des milliards dans ton compte de banque. Tu ne vas pas dire, ça, c'est ma vie, là, c'est le nombre de milliards que j'ai accumulés. Ta vie, ça va être le nombre de gens que tu as touchés. Le nombre de gens que tu as touchés. Le nombre de gens à qui tu as changé quelque chose. Le nombre de gens que tu as aidés. Le nombre de gens que tu as touché, Chris. C'est pas compliqué. Hein? Mm-hmm. Alors, c'est ça, la vie. C'est de faire une différence auprès des autres. De s'impliquer à faire une différence auprès des autres. C'est là que tu es puissant dans la vie. C'est là que les grands humains ont accompli des grandes choses parce qu'ils ont touché un grand nombre de gens autour d'eux. Nelson Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk. Je t'ai nommé 3 entrepreneurs dans les humanistes que je t'ai nommés, puis j'ai fait exprès pour les nommer, parce que même ces entrepreneurs-là qui ont fait beaucoup d'argent ont changé ta vie, ont changé la mienne, et leur but, à la base, c'était pas de faire de l'argent, c'était de changer l'humanité, c'était de contribuer à améliorer les choses quelque part. Mm-hmm. Puis changer l'humanité, ça peut être de créer la nouvelle toune qui va divertir tout le monde. Changer l'humanité, ça peut être de créer un show d'humour puis de faire rire ta population puis amener un peu de bonheur autour de toi. Ça n'a pas besoin d'être le nouveau vaccin au cancer ou la nouvelle médecine pour corriger la vue des gens qui ne voient pas. Changer l'humanité, c'est faire une marque. Contribuer, c'est de faire un câlin à quelqu'un qui a besoin d'un câlin. Je lisais un truc cette semaine d'une de mes cousines puis j'ai eu une larme à l'œil parce que ça ressemble beaucoup à ma mère. Ma cousine, à toutes les années, ma mère, elle écrivait des 40, 50 cartes de fête à la main. Ma mère vient d'un monde où il n'y avait pas d'Internet. Là. Fait qu'elle avait sa liste d'amis, puis elle se souvenait des dates de fête de tous ses amis. Ouais. Puis elle écrivait des cartes. L'adresse, ça se rappelait le numéro de téléphone. Elle avait sur son calepin les adresses, puis elle envoyait des cartes de fête à tous ses amis. Mm-hmm. Ma mère devait envoyer 40, 50 cartes de fête par année à plein de monde autour d'elle. T'sais. Et ma cousine Josée, qui s'appelle Josée Pelletier, cette semaine, elle partage un truc. À toutes les années, elle appelle ses amis, les gens qu'elle a rencontrés, pour leur souhaiter bonne fête. OK? Alors, donc, comme ma mère, elle doit avoir 40, 30, 40, je ne sais pas combien de personnes à qui elle appelle physiquement pour souhaiter bonne fête. Et elle a un de ses amis qui s'appelle Alain, un de ses contacts, qu'elle appelle une fois par année. Puis cette année, elle l'a appelé très tard dans la journée, genre 8 heures le soir. Puis quand elle l'a appelé, Alain a répondu, puis elle a dit « Ah, mon Dieu, j'attendais ton appel. » Elle a dit « Ben voyons, comment ça? » Ben, il dit « Tu m'appelles à toutes les années à ma fête, puis Colin, que j'avais besoin de te parler aujourd'hui. »
Elle dit, ben voyons donc, tu sais, comment ça? Ben, elle dit, t'es la seule personne qui m'appelle pour me souhaiter bonne fête. T'es la seule personne qui pense à moi le jour de ma fête. Dans toute l'humanité, là, il y a une personne, puis c'est toi. Ben, tu dis, voyons donc, puis elle dit, Christ, ma vie va pas bien. J'ai de la peine, ça va pas bien, puis j'avais tellement hâte de te parler, tu me fais tellement de bien, tu ne sais pas, là, mais à chaque fois que tu m'appelles, une fois par année, tu m'amènes un bonheur, puis un bout de bonheur qui me permet de continuer pendant quelques mois, tu sais. Mais tu te rends compte qu'un coup de téléphone change la vie de quelqu'un, tu sais. Elle savait même pas. Ma cousine ne savait même pas l'impact qu'elle avait sur ce gars-là, tu sais. Alors, son message, c'était « Prends le temps, aujourd'hui, de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Prends le temps aujourd'hui de faire un câlin à quelqu'un qui t'entoure. Prends le temps aujourd'hui de penser à quelqu'un qui a un besoin, puis faire une petite différence, tu sais. Faire un geste gratis. Pas un geste pour obtenir quelque chose un jour. Pas un geste pour dire « Ah, je donne parce que je vais recevoir. » Non, non. Juste parce que je donne, point. Juste parce que je fais une différence. Ça peut pas vous donner de l'argent. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Je pense qu'un des concepts qui est à la base de tout ce que je fais, c'est la création de valeur. Puis la création de valeur, quand on est entrepreneur, on parle tout le temps ça au sein d'une entreprise. Oh, oui. Mais moi, c'est un concept que je trouve qui est beaucoup plus large que ça. Le fait d'appeler cette personne-là, ça a créé de la valeur pour la personne qui l'a reçue. Tu peux créer de la valeur sans créer d'argent. C'est deux concepts qui ne sont pas nécessairement la valeur, c'est quelque chose associés. qui vaut quelque chose pour quelqu'un. C'est ça, la valeur. Exact. Peu importe si la personne a les moyens ou non de payer. C'est ça la nuance. Tu peux créer beaucoup de valeur, la personne n'a pas les moyens de l'acheter, c'est de la valeur pareille. Et puis, je suis une personne, écoute, je suis peut-être naïf, mais je crois beaucoup au karma dans le sens que plus que tu donnes, ton objectif dans la vie devrait être de créer le plus de valeur possible que tu es capable, sans arrêt. Sans nécessairement demander en retour, parce que de toute façon, ça va arriver parce que l'argent, c'est la conséquence naturelle de la création de valeur la plupart du temps. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que première fois que tu as lancé Alliance Entrepreneur, j'avais contacté ton gars de marketing pour lui offrir de regarder les campagnes avec toi. Finalement, tu as fait affaire avec J7, super de belle gang. Si jamais tu as encore besoin... si jamais vous avez besoin de faire un brainstorm ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir. Tout le temps, quand je suis dans une situation, je me demande, OK, je vais rentrer dans cette situation-là, dans cet après-midi-là, dans cette soirée-là. Comment est-ce que je peux apporter quelque chose aux gens qui vont être là? Tantôt, je m'en vais assister à une conférence au cégep de je sais pas où à Québec. Je vais apporter mon appareil photo parce que je sais que les conférenciers voudront avoir peut-être des extraits, des petites vidéos slow motion, quelque chose que je vais pouvoir leur donner. Hey, by the way, je t'ai fait ça. Ça m'a coûté combien de faire ça? 0. Ça m'a pris quoi? Une couple de minutes. Puis ça va leur apporter quelque chose. Je ne veux pas être après en train de leur demander quelque chose, mais juste d'être ce genre de personne-là, quand tu penses à Serge Beauchemin, quand tu penses à Olivier, quand tu penses à Mélodie à Marie-Pierre, est-ce que c'est le genre de personne qui donne? Est-ce que c'est le genre de personne qui est là pour les autres, à qui tu peux faire confiance, qui sont généreux? Je pense que ça va tout le temps te revenir. C'est un super bon point. Si on doit terminer sur une note, lire un autre livre, puisqu'on parle bien des livres, là. To Sell is Human. As-tu lu ce livre-là? Oui. Dan Pink? Oui. C'est extraordinaire, ce livre-là, parce que c'est exactement ça. Vivre ses ventes de Jean-Marc Chaput, qui a été écrit il y a une quarantaine d'années, qui dit la même affaire aussi. Tu sais. Vivre ses ventes, ou vendre, c'est quoi? C'est aider les autres. Être un entrepreneur, c'est de bâtir une organisation qui va aider les autres. C'est ça, pour moi. Un entrepreneur, c'est ça pour moi, un vendeur. C'est pas quelqu'un qui fait de l'argent sur le dos des autres. C'est pas quelqu'un qui va vendre un frigidaire à un Esquimau parce qu'il n'y a pas besoin de frigidaire à un Esquimau, tu comprends? Tu vends une couverture chauffante. Exact. Donc, un vendeur, un bon vendeur, c'est quelqu'un qui d'abord écoute le besoin Une des amazing autres. blanket. Exact. Qui écoute le besoin des autres puis qui vend une solution à ce besoin-là. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui organise une organisation, une entreprise qui va venir massivement répondre à un besoin d'une grande quantité de gens. Alors, avec cette idée-là en tête, donc cette idée de faire une différence, de s'impliquer, de faire le bien autour de soi, ben, tu vas avoir une vie fulfilling life, là, donc une vie qui va te remplir, qui va te remplir de bonheur. Tu vas avoir le sentiment qu'elle a servi à quelque chose, cette vie-là, puis qu'à la fin de ton existence, tu vas être fier de ce que tu as accompli, pas de ce que tu as accumulé. Où est-ce que... Bon, présentement, tu as ton projet Alliance Entrepreneur. Ouais. Donc, je vais inciter tout le monde de la tranchée à aller s'inscrire à Alliance Entrepreneur. Allez-y, ça coûte moins d'une pièce par jour ou à peu près, là. Oui, ça coûte pas cher, c'est très, très abordable. Je suis moi-même membre. Les capsules sont super bien tournées, super une belle valeur que tu offres aux gens. Les événements aussi d'Alliance, ça va être intéressant. Nous autres, on va se reparler après. Si jamais on peut faire peut-être un deal ou quelque chose entre nos membres, ça pourrait être intéressant. Donc, allianceentrepreneur.com, c'est ça? Allianceentrepreneur.com, devenir membre. Tu peux aussi juste adhérer à l'infolette. Donc, ça, c'est gratuit. Tu reçois l'infolette. As-tu quelque chose, un goodies que tu donnes en échange? On travaille là-dessus. Là. Je vais donner un livre de conseils d'affaires gratuit. Là, pour... Fait que moi, que ça soit disponible, on mettra ça dans les notes du podcast ou latranchée.com/28. Alors, sinon, on va-tu sur Instagram? Oui, Instagram, Serge Beauchemin. Serge Beauchemin. Pas Sexy Boy. Pas Sexy Boy. Oh my God. Ça va prendre Sexy Boy comme. Serge Beauchemin sur Instagram. Excellent. Serge Beauchemin Dragon sur Facebook.
ou Serge Beauchemin conférencier, ou Serge Beauchemin photographe. Donc, si tu veux voir des photos aussi de Serge Beauchemin, tu as Serge Beauchemin photographe sur Facebook. Je suis un schizophrène, j'ai plein de personnalités. Ouais. Alors, Serge Beauchemin Dragon, c'est ma page publique, là, puis les deux autres, je fais des conférences, puis je suis photographe amateur. Alors, donc, puis sur LinkedIn, Serge Beauchemin aussi. Excellent. Ben écoute, merci encore de Merci à te toi. déplacer. C'est un plaisir de te rencontrer, puis bon succès et bonne continuation dans tes projets. Nice.